tout ça, c'est des nouveaux paramètres de notre vie, quoi. Avant, les mecs, bah voilà, ils allaient au boulot, il fallait que ça se passe bien au boulot et après que ça se passe bien chez eux et c'est tout. Maintenant, nous, il faut que ça se passe bien au boulot, il faut que ça se passe bien chez nous, il faut avoir des likes, il faut que quand tu postes, il y ait des reposts. Quand ça part en couille sur un aspect de ta vie, le fait d'abandonner tout ce que tu avais entrepris ou tout ce qui te permet de te sentir bien dans ta peau, si tu l'abandonnes, ça va pas résoudre le problème ou ce qui est en train de partir en couille, mais ça va faire que détériorer les autres aspects de ta vie en fait. La richesse, c'est l'expérience. La richesse, c'est l'expérience ce qui nous reste à la fin de notre vie professionnelle, c'est l'expérience. Ce qui nous reste à la fin de notre vie perso, je pense que c'est l'expérience. Ce qu'on racontera à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est notre expérience, en passant un peu pour des vieux cons parce qu'on va, ouais, t'avais un squat à 200, ok, ouais, vas-y, tu vois, comme les anciens dans les salles un peu, tu vois. Et je plains, moi, tu sais, les gens qui, en fait, ces gens qui vont te dire, mais pourquoi tu fais autant de sport, t'es fou. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu ne fais pas de sport, t'es fou. Mais pourquoi tu sais même pas ce que ça fait que d'avoir ton cardio qui tape. La dernière fois que ça l'a fait, c'était il y a 8 mois quand tu as couru après le TGV parce que tu étais en retard. Tu vois, et c'est la dernière fois que ton cardio il a tapé, mais mon pauvre, c'est terrible. C'est terrible de pas avoir cette capacité à toi-même te mettre dans le rouge et à kiffer d'être dans le rouge en fait. Au moins tu fais les choses et au moins tu n'as pas peur de les faire parce que tu as 1000 raisons de te dire que c'est pas une bonne idée d'ouvrir la salle, tu as 1000 raisons de te dire que c'est pas une bonne idée d'aller vivre à l'étranger. Tu as toujours 1000 raisons de ne pas faire les choses, mais je préfère me dire qu'il y en a 1001 pour les faire. Ok Vincent, on est parti, comment tu vas? Salut Sean, écoute, ça va pas mal. Ça va bien même, ça va bien. Si on considère que aller bien, c'est être en bonne santé, ça va bien. Ouais, voilà, c'est ça. Tant qu'on a la santé, comme disaient mes grands-parents, c'est tout ce qui compte. Comme on se dit le 1er janvier, ouais, c'est ça exactement. Donc ça va, et toi, ça va? Ça on va. demande jamais à l'autre comment il va en général, mais... Bah écoute, c'est gentil, écoute, ça va bien. C'est vendredi, il fait beau dehors. Le soleil revient petit à petit. On a commencé à faire de la vitamine D cette semaine, avec le soleil qui monte au-dessus de 30 degrés, je crois, c'est ça, pour commencer à faire de la vitamine D. Donc, écoute, c'est de bonne augure. Le jardin avance, les entraînements vont bien, la famille va bien. Et puis, je regardais notre podcast précédent parce qu'on se demandait juste avant combien de temps ça faisait. Je l'ai publié le 11 mars. Et là, on est le 4 mars, donc on est quasiment au jour près à une année après le premier. Date anniversaire, quoi. Ouais, c'est fou, hein. C'est ça, date anniversaire, ouais, c'est ça. Bien joué ton coup. Ouais, voilà. Et mon anniversaire est dans 2 jours en plus, donc ça tombe bien. Ok, donc il sera le 6 mars. C'est ça, exactement, le 6 mars. Ok, bah, écoute, je vais tâcher de te le souhaiter. Tu m'en veux pas si j'oublie, mais bon, ce sera dimanche. Si tout se passe bien, je ne regarderai pas mon téléphone. J'ai peu d'espoir, mais j'essaierai dur de ne pas regarder mon téléphone. Mais écoute, ce sera avec plaisir. Écoute, quoi de neuf depuis l'an dernier? Énormément de choses, hein, je te dirais énormément de choses. La première que je mentionnerais, c'est que je suis devenu papa depuis qu'on s'est parlé. Bravo. Voilà, comment va maman? Comment va maman va bien, écoute, maman va bien, le petit va bien, il s'appelle Oscar, il est né le 10 octobre 2021. Super, magnifique. Et voilà, donc c'est à partir de là, j'ai envie de te dire que ça va, tu vois, tu as un petit être de 60 et quelques centimètres qui ne peut vivre que par ses parents, donc bon, c'est bien, tu vois, ça recalibre. Après, je ne vais pas te faire les grandes phrases que tout le monde dit quand il devient parent. Voilà. Mais à la fois, je le mesure quand même que ça recentre un peu, tu vois, les priorités. Ouais. Et que le reste, c'est moins grave, en fait. Tu vois, que le reste, c'est... Que le reste, on va y venir peut-être un peu après sur ma situation pro qui du coup, tu vois, confronté à ça. Et voilà, non, c'est cool. Alors après, d'un point de vue purement sportif, parce qu'on est sur un podcast sportif, je t'avoue que déjà que mon sommeil n'était pas le sommeil le plus, enfin, le meilleur du monde, tu vois. Mais là, je t'avoue qu'il en a pris un coup dans la gueule, vraiment. J'allais te demander, est-ce que tu dors? Alors, je ne vais pas non plus mitonner. C'est pas moi qui me lève la nuit, puisque ma femme, elle allait. Donc, j'ai la chance de même pas avoir à faire semblant de ne pas entendre. C'est-à-dire que, voilà.
Après, bon là, maintenant je travaille plus de la même manière. Je suis plus censé me lever à 5 heures du mat et être en forme, etc. Donc je suis obligé de mettre un peu d'eau dans mon vin. Ouais. Voilà, donc mais les nuits sont morcelées. Les nuits sont morcelées. Tu as 3-4 réveils par nuit. Donc c'est voilà, hein, enfin, comme tu l'imagines, quand tu as des longues journées et des entraînements assez coûteux d'un point de vue énergétique, ben, tu ressens la fatigue, hein. Hmm. Corrélé à un 35 ans qui arrive dans quelques mois. Ça se sent. Ouais. Ça fait plein d'excuses pour justifier des perfs en pente descendante. Voilà. Euh, Mais c'est voilà, c'est magnifique. Est-ce que tu dirais que tu t'y es préparé de devenir papa? Tu t'y es préparé mentalement? Tu y as beaucoup réfléchi Non, avant qu'il soit là ou t'as juste pris un jour à la fois et... un jour à la fois, un peu comme je dirais, je régis ma vie globalement. Hmm. Euh, Il y a même des fois pendant du coup, les 9 mois où j'arrivais à culpabiliser, à me dire putain, mais tu vois, presque parce qu'il y a des jours où j'avais l'impression que j'avais oublié que j'allais être papa, tu vois. Euh, et, et je pense, hein, en me rassurant que comme la grossesse, l'homme de fait la vit pas, enfin, euh, bah, t'es pas directement concerné, t'es pas directement concerné par les éventuels troubles digestifs, troubles d'humeur, Hmm. fatigue, Hmm. enfin tout ce qui est un peu inhérent à une femme enceinte. Nous on l'a pas finalement. Le job il commence, enfin le job c'est au tout début et puis après c'est le jour J quoi. Ouais. Donc non, 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 non. D'ailleurs, je me suis parfois pris des réflexions un peu, soit de ma copine, tu vois, soit de mes parents, qui me reprochaient de l'extérieur de même pas donner signe de je me prépare à quoi que ce soit, mais en réalité, comme toute chose qu'on n'a jamais expérimentée, à quoi on se prépare? Euh, voilà, on attend puis le jour J, ben, par contre, il faut être là, quoi. Il faut être là, il ne faut pas avoir les genoux qui tremblent et voilà, on avance. C'est ce que je disais ce matin, ce que je te disais hors cam. J'ai tourné une FAQ, moi, ce matin sur ma chaîne. Hmm. Et ce que je disais, c'est la personne me demandait ce que ça fait d'être papa et est-ce que je me pensais un bon papa. Tu peux pas, à 4 mois, te penser un bon papa, sachant que on le sait, enfin, on a tous des expériences autour de nous, dans la famille ou des amis, des proches avec des situations familiales compliquées ou même les papas à 50 balais, quand le gamin il a peut-être des fois 20-25 ans, essayent encore de bien faire, quoi. Hmm. Hmm. Donc voilà, donc Il y a un pas jour, d'école. Il y a pas d'école. non, On nous apprend pas à l'école à devenir parent et quoi faire et on quoi tape. pas faire et comment aider maman. Et c'est vraiment intéressant au niveau social parce que ouais, c'est pas du tout abordé quoi. C'est vraiment Non, trial by fire comme on dit. C'est voilà, ouais. tu mets le pied à l'étrier et vas-y coco quoi. Tu te démerdes. Et vas-y, on y va. Et bien malin celui qui prétendrait pouvoir donner des leçons aux autres. Alors évidemment, on a tous nos parents très proches qui ont un avis très prononcé sur ce qu'on fait et en l'occurrence ce qu'on devrait faire. Voilà, Euh, ça je l'ai vécu aussi. voilà, ouais, t'es papa, toi. Ouais, on a un petit plus si petit que ça, il a 7 ans, 7 ans et Ah demi. ouais, Et ma femme a deux enfants qui sont plus âgés, ils ont 15 et ok. 12. Ouais. Ok, donc ouais, bon, bah voilà, tu y es passé. Donc écoute, voilà, j'avance. Avant que ma situation professionnelle change, j'étais pas beaucoup là. Donc j'étais là le soir. Donc bon, un peu, là j'ai un peu plus de temps, donc je le vois plus. Et voilà, donc forcément, plus tu le vois, plus tu t'y attaches, plus tu as envie de t'y attacher. C'est une aventure, c'est l'aventure d'une vie, hein, je pense, hein. Certains diront que c'est l'aventure ultime. Je ne sais pas si c'est l'aventure ultime. En tout cas, c'est incroyable. Et ce que j'aime, c'est que tu te sens empreint d'une responsabilité de plus. Ouais. Tu vois, on en avait déjà parlé. J'aime ce côté assumer ses responsabilités, Mhm. faire front, faire face. Et voilà, et je pense que quoi qu'il arrive, encore une fois, le parallèle, il est faisable avec ce qui m'arrive au niveau professionnel en ce moment. Quoi qu'il arrive, bah, l'idée, c'est que ça s'en ressente pas pour lui, quoi. Mhm. C'est que, c'est que ça n'impacte pas son bien-être, son bonheur, tu vois,
Voilà, donc écoute. C'est extrêmement intéressant comme ce que tu dis là, surtout par les temps qui courent avec les 2 ans qu'on vient de passer et ce qui se passe maintenant en ce moment dans le monde. Encore une fois, hein, pour le contexte, on est le 4 mars, donc prenez en considération qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre le 4 mars et le 21 mars quand ce podcast sortira. Donc, on est où on est aujourd'hui. Mais de se dire, comme tu l'as bien dit, hein, qu'est-ce que tu dis autour de ton enfant? Et bon, ton enfant, il est petit, mais bon, même petit, Oscar, il ressent les choses, il ressent l'humeur de papa et maman, les tonalités de voix, et on n'y pense pas forcément. Et c'est vrai que ma femme et moi, on s'est peut-être pris à, ou on a réalisé qu'on avait certaines conversations peut-être avec les petites oreilles qui écoutaient alors qu'on n'aurait pas dû ces 2 dernières années où qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur dis pas, à quel point tu les informes, à quel point tu les protèges parce qu'il y a bien sûr cet aspect d'innocence que idéalement ils doivent conserver aussi longtemps que possible dans l'idéal ou en tout cas c'était le cas il y a peut-être 30 ans en arrière mais aujourd'hui quelle est la bonne manière de faire. Comment est-ce que tu penses gérer cet aspect-là à l'avenir au niveau communication? Alors, voilà, ton fils, il communique peut-être pas encore beaucoup, mais une fois que tu peux commencer à échanger des mots, est-ce que tu as dans ta tête peut-être un idéal de comment toi tu souhaiterais échanger avec ton fils et lui parler et qu'est-ce que tu veux lui dire, comment tu veux être autour de lui, etc. Encore une fois, idéalement, parce que je suis encore pas à cette étape-là, j'aimerais être le plus sincère possible, le moins langue de bois. Enfin, j'aimerais, je sais pas si c'est entendable comme ça, le moins possible l'infantiliser quand même, tu vois. C'est tout bête, mais tu vois, déjà dans les intonations, de pas lui parler jusqu'à ce qu'il ait 15 ans comme un bébé avec un ton gaga et niais, comme je peux le voir parfois, parce que, parce que malheureusement, bah, tu es très vite dans le bain dans la vie. Déjà, enfin, on est peut-être en train d'en sortir, mais c'est déjà des enfants qui voient leurs enfants, leurs parents à travers, enfin, avec un masque sur le visage. Mm. En tout cas, ça, c'est censé bientôt s'arrêter, mais qui sait si ça va reprendre ou pas. Et puis, ben, comme tu l'as dit, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le 21. Qui nous dit qu'on ne va pas évoluer dans un contexte de guerre, de choses terribles. Donc, je sais pas, je pense que tu ne peux pas trop cultiver l'innocence non plus. Alors après, Non, c'est ça, ouais. comme tu dis, je pense qu'il faut préserver son enfant parce que le moins tôt possible, il a des soucis en tête, le mieux c'est pour lui, hein, évidemment. Hein. Voilà, en tout cas, je sais pas parce que j'ai trop souvent dit quand j'étais confronté chez des gens qui avaient des enfants et dont le comportement me déplaisait. Tu sais, quand tu repars de chez les gens et que tu dis putain, mais il m'a gonflé son mioche, regarde ce qu'il faisait, regarde ce qu'il disait. Moi, si on a un enfant, ça sera pas comme ça. Mm. Et en réalité, déjà là, je mets un peu des biais, des guillemets, parce que encore une fois, tu sais pas comment toi tu vas être, tu sais pas comment ton enfant va être, tu sais pas. Comme tu l'as dit, ça dépend des conversations qu'il va entendre, ça dépend de ce que tu vas lui donner à absorber. Alors après, on est dans une culture qui, moi, pour beaucoup d'aspects, me déplaît énormément dans tous les nouveaux mouvements, dans toute l'espèce d'acceptation qu'on nous demande d'avoir vis-à-vis de nouvelles choses qui sont des nouveaux principes de vie. J'ai pas envie de trop rentrer dans le débat parce qu'après, ça va, c'est pas, je pense, là où tu as envie qu'on emmène la conversation, tu vois, mais voilà, quant à la nouvelle sexualité, quant aux nouvelles normes, quand tu vois, tout ça, c'est des choses qui me déplaisent et malheureusement, ben, mon fils, il va grandir dans ce contexte-là et tu vois, ça me fait rebondir sur l'actualité d'il y a 15 jours pour des mecs qui vont twerker dans des églises, qui, tu vois, en petite tenue, enfin, en pensant être le porte-étendard d'une cause, alors que le mec, t'es juste le porte-étendard de ta connerie, c'est tout. Et voilà, donc c'est toutes ces nouvelles choses qui jamais ne seraient venues à l'esprit d'un mec de 15 ans, je pense, il y a 20 ans ou 30 ans. Donc ça fait ultra vieux qu'on de dire ça, mais tu vois, ça m'attriste un peu ce genre de comportement. Ça m'attriste qu'on lui donne de l'audience à la télé sur toutes les chaînes qu'on connaît. Et voilà, donc
mais je sais que ça va faire partie du paysage. Je sais que voilà, enfin, pour plein de choses, les, les dés sont complètement relancés, quoi, tu vois, sur tous nos aspects de la vie, de ce qu'on connaît. Alors après, l'écologie, tout vient se mêler. Tout est. Voilà, c'est vrai que comment vont grandir nos enfants? C'est bizarre, hein, d'avoir ces discussions parce que je me considérais encore il n'y a pas longtemps comme jeune, comme, en dehors de ces trucs-là. Et en fait, à l'instant T où tu es un gamin, je pense que bah non, en fait, c'était le garant de ce qui va devenir un peu, jusqu'à un certain âge, puisqu'après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, les fréquentations, Est-ce que tu dirais la... que, est-ce que tu dirais que tu comprends mieux tes parents? Ouais, Et ouais, ouais, ouais. parce que je pense, tout ce que tu as dit, je me retrouve là-dedans Bah ouais, et de me dire que, bah, tu sais, quand tu es jeune et tu dis, putain, mes parents, ils sont vraiment cons et ils sont ouais, ouais. vieux et pourquoi ils pensent comme ça? Et au final, on se retrouve, ben, on n'est pas si vieux que ça. Tu as quoi? Tu as 34. J'ai 34. 33 dans 2 jours. Donc, Ouais. on a essentiellement le même âge, même génération en tout cas. Et au final, on n'est pas vieux, on est loin d'être en guillemets Non. vieux. Mais au On- final, comme tu as dit, tu regardes ce qui se passe dans le monde et bah, c'est une des difficultés, je pense, de l'ère dans laquelle on vit, c'est-à-dire que les choses changent à une telle vitesse que même dans une seule génération, on est passé de téléphone où il fallait faire le tour avec les doigts et tu montres ouais. ça à un gamin de 15 ans aujourd'hui, il ne sait même pas comment utiliser le téléphone. Ouais, c'est clair. Et tu te dis, c'est quoi? C'est 20 ans? C'est 20, c'est même pas. Ouais. Euh, donc, est-ce qu'on est vieux, Vincent? C'est ça la question. Bah, moi, en tout cas, je me fais souvent la réflexion. Je pense que je suis un peu un vieux con déjà, sincèrement, hein, sur le côté un peu réac tu vois, de tout cet aspect nouveauté. Ouais, ouais, je suis un peu agacé par beaucoup de choses de plus en plus. Mm. Et je comprends de plus en plus mes parents et à la fois je les remercie sur beaucoup de valeurs que j'ai aujourd'hui qui m'ont été transmises et comme tu le dis, qui sur le moment te cassent fortement les pieds. Au même titre que quand j'ai ouvert ma salle, ça me fait penser. Quand j'étais adhérent dans des salles, j'avais une pratique qui était bon, un peu celle que les gens qui me suivent connaissent, tu vois, très intensive, avec beaucoup de matériel, des trucs, tu vois, des dumbbell snatch, tu te barres à l'autre bout de la salle, tu fais des pompes claquées, des trucs. Et à l'époque où j'étais juste consommateur d'une salle, je me suis souvent pris des remarques des gérants des salles qui me disaient tu fais chier, respecte le matériel, balance pas les poids de 50, etc. etc. Et du jour où j'ai ouvert ma salle, Mm. et que j'ai vu que certains soirs, c'était le bordel complet, que les mecs rangeaient pas les poids, que tu fermes à 9h30, que tu te dis putain, c'est qui l'enculé qui a pas rangé les haltères de 60, que tu te rends compte qu'il y a une vis qui est pétée. Et tu vois, à ce moment-là aussi, je me suis dit, ah ouais, effectivement, quand c'est ta salle, quand c'est toi qui as raqué le matériel, etc., tu comprends mieux bah, finalement l'agacement des gens tu vois, qui étaient à ta place avant. Quoi. Mm. Euh, C'est et ça, je c'est pense. essayer de comprendre les autres perspectives, différentes Ouais, perspectives. ouais. Chaque point de vue est différent, chaque personne a une vie qui est complètement différente de la nôtre. Et ça, je pense qu'on ne le remet pas souvent, on met pas cette église assez souvent au milieu du village. Non, jamais, hein. J'aime bien cette expression dans le Ouais, sens où, super. et autant je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur les courants actuels, sur les choses qui se passent et ben, ma femme donc vient du Canada. Son frère a 3 filles qui sont toutes qui sont toutes ados à l'heure actuelle. Et donc, les États-Unis, l'Amérique du Nord en général, a quelques crans d'avance sur l'Europe, Ouais, sur ouais. toutes ces choses-là. Et c'est vrai que les conversations et les sujets et ce qui se passe à l'école, c'est assez fou en fait de se dire que waouh, ça va être comme ça dans 5-10 ans ici. Et en même temps, avec ce qu'on vient de dire, on doit, d'une manière ou d'une autre, essayer de prendre la position opposée ou le point de vue qui est autre que le nôtre pour essayer de mieux le comprendre. Je pense que c'est une des plaies de notre ère actuelle, c'est l'incapacité des gens à tolérer une perspective qui n'est pas la sienne. Ouais, Et c'est vrai. c'est clair qu'on pointe toujours du doigt et on dit c'est faux. Mm. Et moi, j'ai raison parce que X, Y, Z. Mais au final, on se doit d'essayer de remettre les choses en perspective, remettre sa propre perspective en cause.
mais c'est extrêmement difficile de le faire au jour le jour. Et comme on a dit, surtout avec la vitesse à laquelle les choses changent. Ouais, tu te remets en question sur un point et ce même point, 48 heures après, en grossissant le trait, il a déjà été reparamétré d'un point de vue peut-être sociétal, quoi, tu vois. Ça. Waouh, quoi, waouh, on est. Et tout ça, tout ce qui se passe, enfin, ça fait vraiment aussi ressentir que on n'est pas grand-chose, tu vois, qu'on n'est pas grand-chose, qu'on essaye de s'insérer dans quelque chose qui va très, très vite. Mhm. Et voilà, quoi, qu'il faut faire sa place, qu'il faut exister, que maintenant, depuis qu'il y a les réseaux, il faut exister non plus seulement dans ta vraie vie, comme je dirais, comme on pourrait le dire, mais qu'il faut essayer d'exister à travers un écran d'ordi, un écran de téléphone, que, ouais, je pense à ça parce que je me souviens que ta page Insta avait été piratée. Enfin, donc, J'avais donné, précision, j'avais donné ma page Instagram à quelqu'un qui m'avait demandé parce que j'avais pas de cerveau à ce moment-là. Et on m'a dit en gros, Merde. clique sur ce lien. Et j'ai dit, ouais, je vais aider un pote. Et donc, je me suis pas fait hacker. C'était pas un grand truc Ah, de. Non, d'accord. non, j'ai reçu un Ouais. message, j'avais la tête autre part. Mon pote voulait de l'aide. Ah ouais, bien sûr, je vais t'aider. Tac, you have been logged out of Instagram. Donc, Oh, ouais, c'était complètement moi. J'avais deux neurones à ce moment-là et je l'ai payé ouais. cher et voilà, c'est comme ça. Et ouais, et du coup, je me souviens, j'avais pensé enfin, et je me mets à ta place aujourd'hui. Alors, ça fait, en réalité, je pense que tu l'avais dit, même dans une vidéo YouTube, ça ne va pas me changer la vie. Par page blanche, tout ce qu'on veut. Mais bon, tu avais quand même un nombre d'abonnés et ce nombre d'abonnés, ben voilà, tu l'as plus. Et moi, avec mes 23 et quelques cas, c'est sûr, ça va pas me changer la vie, mais ça va quand même vraiment me faire chier. Mhm. Tout ça, c'est des nouveaux paramètres de notre vie, quoi. C'est ça. Avant, les mecs, bah voilà, ils allaient au boulot, il fallait que ça se passe bien au boulot et après que ça se passe bien chez eux et c'est tout. Maintenant, nous, il faut que ça se passe bien au boulot, il faut que ça se passe bien chez nous, il faut avoir des likes, il faut que quand tu postes, il y ait des reposts. Enfin, euh, Ouais, qu'est-ce comme tu l'as dit, c'est beaucoup de choses à gérer en plus. Euh, Quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément, William Sens, pour ceux qui connaissent, qui bah, a fait ce qu'il avait à faire sur les réseaux et au final a dit ça me prend trop de temps. Et je perds tellement de temps et d'énergie là-dedans que bah, il s'est complètement, il est plus sur Instagram, il n'utilise plus Instagram. Et c'est ce dilemme de se dire, oui, mais tu vois, à un certain stade, tu te dis, bah, si j'ai la structure en place en dehors d'Instagram ou d'autres plateformes qu'on utilise, bah, je pourrais me permettre de plus être dessus. Mais en ouais, même ouais. temps, qu'est-ce que j'y perds maintenant? Et suivant notre stade de développement, là, pour moi, je sais que c'est mon cas actuellement, c'est que si je pouvais, si j'avais la liberté de le faire, euh, je pense que j'arrêterais d'utiliser Instagram complètement. Ouais. Le souci étant qu'à l'heure actuelle, je suis encore en train de développer mon entreprise. J'ai encore plein de connexions à faire. J'ai des choses que je veux développer et qui se font essentiellement sur Instagram au travers des DM, etc. Et donc, pour l'instant, alors, soit je prends un grand coup et je retarde de peut-être 3 ans, 5 ans mon développement et je décide de le faire maintenant, soit je reste dessus et je me dis, ben, non, non, parce que je veux continuer à me développer de la manière dont je le fais. C'est un équilibre à trouver qui est vraiment pas facile, quoi. En tout cas, moi, je sais que la réponse, elle est tranchée. Pour l'instant, j'ai pas envie. Enfin, Mhm. je sais que j'y arriverai pas. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, tu vois. Mais voilà, parce que ça reste un plaisir. Moi, ça reste aussi un divertissement de poster avec un peu ce ton, tu vois, parfois potache, etc., que j'aime bien avoir. Mais c'est vrai qu'on se crée des problèmes un peu, je pense, tu vois, avec Mhm. ces interactions finalement forcées, enfin forcées voulues, mais forcées voulues, c'est difficile à déterminer, je trouve, parce que quand tu te présentes sur des plateformes comme ça, ben tu t'exposes à d'éventuelles sollicitations donc auxquelles il faut répondre. Tu t'exposes à de la frustration comme toi, tu sollicites quelque chose et qu'on n'accède pas à ta demande. Enfin, plus le côté de constamment remettre en question ta vie quand tu la compares à ce que tu peux voir en scrollant sur les réseaux, Mhm.
de te rendre compte que tu as un physique qui n'est pas un physique, que tes perfs, ce n'est pas des perfs, que ta bagnole, elle est pourrie, que ta vie, elle est pourrie. Enfin, tu vois. Bon, alors ça, je pense qu'on en est tous revenus, tu vois, et on n'est tous pas dupes. Mais je pense que pour certains, ça reste aussi ça reste une source d'anxiété de se confronter au pseudo-bonheur des autres, puisque je pense qu'il reste le pseudo, parce que par définition, sur Insta, tu postes que ce qui va, que ce qui est cool. Mm. Mais pour certains qui sont dans des périodes, je pense, un peu sombres, un peu dures, de se rendre compte que ta pote de lycée ou ton pote de fac, il kiffe la vibe plus. Si c'est corrélé au moment où toi, tu kiffes la merde dans les chiottes, c'est dur, quoi. C'est compliqué. Ouais, il y a ça, il y a l'engrenage de l'algorithme, hein, enfin, on sait comment ces trucs ils fonctionnent. Ces plateformes, elles fonctionnent avec des pubs. D'ailleurs, on le voit, Instagram, ça devient. Et YouTube, pareil. Hein, je veux dire, YouTube, à l'époque, c'était des pubs de 3 secondes, des pubs de 5 secondes. Et là, tu as 2 pubs de 20 secondes à la suite, voire 30 secondes à la suite. Mais c'est pareil sur toutes les plateformes. Et ils grappillent. Et bien sûr, c'est le modèle. Hein, et c'est le modèle on veut que tu restes sur notre site parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec nos pubs. Là, au final, tu as quoi? Tu as 2 pubs à la suite sur ton feed, tous les 4 posts. Donc, au final, la moitié. C'est récent, ça, les pubs sur Insta à ce point-là. Hein. Alors, j'ai vraiment l'impression que ça augmente crescendo sur toutes les plateformes, enfin, surtout sur YouTube et enfin, moi, je le remarque sur YouTube et sur Instagram récemment, où avant, vraiment, il y a 1 an, il y a 2 ans, tu avais des pubs qui étaient beaucoup plus courtes, où tu n'en avais vraiment pas autant. Et maintenant, voilà, moi, j'utilise les pubs sur ma chaîne, donc j'ai pas grand-chose à dire, tu vois. Mais après, au final, c'est ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et encore une fois, ça grappille. Et c'est un engrenage qui est extrêmement difficile. Déjà, pour sortir de l'engrenage, pour le regarder de l'extérieur, c'est très, très difficile. Enfin, moi, je sais qu'il y a quelques jours par année où je touche pas à mon téléphone et je sais que je devrais le faire plus souvent. Et j'en ressors et je me dis, mais putain, mais pourquoi est-ce que je fais pas ça tout le temps, quoi? Et après, tu remets le doigt dans l'engrenage et c'est reparti. Et c'est bon. Et tu es dedans et tu n'arrives plus à lâcher. Et les temps d'écran, les rares fois où je regarde mon temps d'écran sur mon iPhone, ça fait flipper. Enfin, je pense que je jouerais peut-être 1,5 fois mieux du piano si mon temps d'écran Instagram. Non, mais ça, sincèrement. Hein. Bien sûr. Bah, c'est du temps. Au final, c'est ça. Hein. C'est du temps. Et ouais, exactement. C'est du temps. Et alors après, voilà. Parfois, je dis pas ça parce que c'est toi, mais des fois, tu vois, je regarde tes capsules, des choses comme ça. Donc, c'est du temps où tu apprends quelque chose, où ça suscite une réflexion. Donc, c'est cool. Mais quand c'est juste pour regarder du vent, t'as regardé du vent, quoi. Et donc, du coup, t'en retires rien, quoi. Alors, c'est du bruit pour du bruit et on n'arrive plus à s'en défaire. Ouais. Alors, pareil, je pense qu'il ne faut pas non plus prétendre vouloir que chaque seconde de ta journée où tu es éveillé, elle soit rentabilisée de manière efficiente parce que ça serait trop de pression et ça serait, je pense, trop utopiste. Après, il faut, à mon avis, quand même avoir constamment cette remise en question de se dire wow, quand même, j'abuse. Alors, bon, moi, je sais que c'est pas trop mon cas, donc je culpabilise pas là-dessus, mais de se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait de constructif à part, voilà, quand tu as un boulot avec des horaires classiques comme la plupart des gens, tu dois déjà t'acquitter de cette tâche-là. Mais le reste du temps, est-ce qu'il faut consacrer tout son temps libre à que du divertissement? Je pense pas, parce que sinon, tu as un poisson rouge, quoi. Hein. Enfin, tu as un poisson rouge biberonné à tout ce qu'on te donne, quoi. Donc, par définition, si tu tries pas ce qu'on te donne, tu ingères de la merde. Hein. C'est comme pour la bouffe, c'est comme pour. C'est pareil, quoi. Hein. Donc, bon, voilà, quoi. Ouais, mais je pense que ça fait aussi partie je dirais, du malaise général de notre ère où on est malgré tout dans des boîtes en béton, dans des petits cubes en béton, détachés pour reprendre ton primal performance, détachés de l'environnement dans lequel on a évolué pour des centaines de milliers d'années, pour se retrouver avec des lumières qui ne sont pas des vraies lumières, qui ne sont pas comme le soleil dont on a besoin. Des environnements qui ne sont pas ceux qu'on retrouve dans la forêt, dans la nature. Et ça, tu le remarques. Et ça fait un peu olé olé de le dire comme ça, mais je veux dire, pour quiconque qui doute de ça, tu éteins ton téléphone, tu vas te promener en forêt pendant 2 heures, tu reviens et tu me dis que tu sens pas la différence. C'est assez incroyable. Donc, je pense que ouais,
c'est vraiment difficile de trouver un équilibre justement dans ce C'est monde. difficile parce que Ouais, moi, le premier, je te dirais bien que si j'allais me promener en forêt, j'aurais tendance à faire une story pour dire je me promène en forêt, tu vois. c'est clair. Et c'est autant risible de l'admettre que à la fois, j'ai pas honte de le dire. C'est parce que voilà, ouais, je sais pas, c'est un constat qui me désole, mais malheureusement, je sais que il y aurait de grandes chances que j'aille en forêt en disant que je suis en forêt, quoi. Mm. Et, alors, toujours peut-être en essayant de mettre un message je sais pas, drôle ou un truc pour dire qu'il faut faire du sport et que c'est cool d'aller dans les bois, je sais rien, mais ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et je me souviens que dans une autre vidéo sur ma chaîne, j'avais dit l'année dernière qu'un jour, je pense que je quitterais vraiment tout pour aller vendre des frites sur une plage en Espagne. Et très, très, très sincèrement, je pense que j'y viendrai vraiment. J'y viendrai vraiment. Il n'y aura plus de coaching, il y aura plus de. Il y aura sûrement de la pratique sportive pour moi, oui, mais il y aura quelque chose de beaucoup plus, tu vois, terre à terre et où juste, par contre, tu peux chiller toute la journée en pieds nus dans le sable et juste te satisfaire de ce que tu vois en face de toi et de servir des mojitos à des gens contents d'être là. Et c'est cool aussi, je pense. Vraiment, c'est. Et moi, je sais que ma vie, il va falloir que je la finisse comme ça, quoi, tu vois, par un truc. Plus je vieillis, plus j'aspire à ça et moins j'aspire à une salle franchisée dans le monde entier. Tu vois, c'est Mm. Simplicité, parce que retour aux choses simples, ouais, à retour la aux vie choses simple. simples. Ouais, retour à une forme de liberté, quoi. Mm. Alors après, tu pourrais me dire que si tu commences à ouvrir un commerce, c'est que la liberté, elle va vite s'arrêter parce qu'il y a des charges, parce que tu es tenu par plein de choses. Mais je pense On que crée notre propre réalité, c'est ça le. ouais, Ouais. et quoi qu'il arrive, je pense que les contraintes, elles sont plus agréables avec les pieds dans le sable, tu vois. C'est clair, tout va mieux avec les pieds dans le sable. Ouais, Euh, ouais, ouais. Bah pour parler un petit peu de ça, une des questions qui était ressortie sur Insta, c'était bah, la suite après Primal Performance. Donc, fais-nous un petit topo de la situation actuelle ou de ce qui s'est passé ces derniers mois avec Primal. Où est-ce que tu en es maintenant et quelle est la suite pour toi? Ok, alors, donc j'ai vendu Primal Performance. J'ai vendu pas le nom parce que le nom, la personne qui a repris ne souhaitait pas le garder et que moi, je ne souhaitais pas spécialement lui vendre. Après, ça aurait été discutable si ça avait été le cas. Donc, j'ai vendu ce qu'on appelle le fonds de commerce, que je n'étais pas propriétaire des murs de la salle. J'ai vendu le fonds de commerce suite à une décision que j'ai prise courant septembre. En fait, j'ai coaché un mec, un businessman en Sardaigne l'été dernier, puis à Dubaï au mois d'octobre. Euh, c'est un mec que je coachais déjà en 2014, auprès de qui on m'avait recommandé. Mhm. Il est venu en vacances dans le sud de la France et un peu au pied levé, on m'avait demandé si je pouvais me rendre sur place pour m'occuper de lui pendant 2 semaines, donc ce que j'avais accepté à l'époque. S'en était suivi quelques séjours à l'étranger pour, pareil, le coacher. Donc, on s'était un peu lié d'une amitié bon, qui était moins prononcée qu'aujourd'hui. Mhm. Voilà, donc c'était en parallèle, c'était la même année où j'ai ouvert ma salle. Hein, donc, c'était sur des sessions de 15 jours à peu près. Après, ça s'était arrêté là un peu de manière abrupte parce que lui, il avait des responsabilités différentes qui fait qu'il allait beaucoup en Chine, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Voilà, donc on était resté en contact, mais sans plus. Et il m'avait recontacté pendant le Covid, mais la première année, donc ça doit faire 2020, Mhm. Mhm. pour me demander si je pouvais me déplacer. Évidemment, je ne pouvais pas. Et enfin, l'année dernière, avant l'été, il m'avait dit que voilà, il venait en Europe pour les vacances. Est-ce que j'étais chaud pour renouer un peu le contact et puis le recoacher sur une session de 15 jours. Donc, j'étais allé en Sardaigne avec lui. Ça s'est super bien passé. Et après, donc, cette personne est russe, mais bon, je pense que les gens qui regardent, ça leur a pas échappé. Et voilà, il m'a fait une proposition comme les Russes savent les faire, voilà, quelque chose de très avantageux. Voilà, et qui est aussi arrivé à un moment où moi, je n'avais pas de la lassitude, mais bon, 9 ans dans la salle, allez, pas loin de, sans faire le Marseillais, pas loin de 70 heures par semaine, tu vois, Mhm.
de présence, hein, pas 70 heures de cours, mais 70 heures de présence qui inclut voilà, les entrecours, les cours, mes séances, etc. Et finalement, voilà, je me suis dit, pourquoi pas un nouveau challenge, toujours pareil dans ce souci de sortir un peu de sa zone de confort, parce que c'est vrai que ça ronronnait, c'était cool là, les 2 dernières années, tu vois, je tournais à peut-être 10 ou 11 cours par jour, sur du lundi au vendredi, le samedi, 6 cours en moyenne, et après j'arrêtais, c'était le week-end. Donc c'est quand même un rythme assez intense, avec pour ceux qui me suivent de près, tous les jours un réveil à 5 heures, tous les jours à la salle à 6 heures pour un client, etc. Donc c'est cool, hein, c'était cool et avec des relations à chaque fois très très intéressantes et très sincères avec les gens. Ce à quoi moi j'attache beaucoup d'importance, c'est pas juste, comme je l'avais dit dans ton premier podcast, de tenir un chrono et de compter jusqu'à 15, parce que ça, bon, on sait le faire. Mais voilà, je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Donc j'ai accepté le challenge en concertation avec ma compagne, hein, qui à l'époque était enceinte en plus. Et donc, du coup, il m'a fallu vendre le fonds de commerce. On avait acté avec mon client que je me rendrais sur place, donc à Moscou le 1er février. Voilà, donc il fallait en amont vendre la salle, un peu gérer tout l'administratif. Donc, j'ai réussi à trouver plusieurs prétendants, mais j'en ai sélectionné un qui, de mon point de vue, allait faire le taf, je pensais. Ce qui est le cas, hein. J'ai des très bons retours sur lui. Quelqu'un de jeune, 22 ans, et déjà rien que pour ça, j'ai voulu un peu me dire, il faut récompenser tu vois, c'est couilles, quoi, comme on dit vulgairement. Normalement, à 22 ans, tu lances des avions en amphi. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Et je me débrouillais bien, hein, d'ailleurs, hein, mais voilà. Et là, de se dire, OK, ben, je vais à la banque, je fais un prêt. Je viens d'être diplômé parce qu'il venait d'être diplômé. Donc, j'ai voulu récompenser tout ça en le sélectionnant lui. Et voilà. Et donc, je crois que le 7 janvier, la salle n'était plus à moi. J'ai vendu ça. Et je me suis rendu à Moscou donc pour le 1er février, comme convenu. Et là, donc, j'en suis revenu. Donc, comme tu l'as dit, on est le 4 mars. Donc, les gens, je pense, sont au fait de l'actualité. J'en suis pas revenu de par l'actualité. J'en suis juste revenu parce que mon visa se terminait le 2 mars. Et du coup, il me fallait quitter le territoire avant. Donc, les vols Air France étaient cancel les uns après les autres. Donc, ça a été quand même assez un peu, je dirais, stressant quand même. Tu vois, tu as un vol le samedi, tu reçois une notif dans la nuit pour te dire qu'il est décalé au lendemain, et puis après, on te l'annule. Puis après, tu reçois un mail solennel d'Air France en te disant que ils vous conseillent intimement de rentrer, mais qu'ils sont désolés, il n'y a plus d'avion. Donc, ça veut dire, les gars, il faut rentrer, mais allez vous faire enculer. Démerdez-vous. Bon, Ouais. voilà. Donc, du coup, il y a encore des pays qui volent, hein, à l'heure actuelle depuis la Russie. Tu as la Turquie, tu as les Émirats. Il y a l'Égypte, je crois, avec le Caire. Enfin, il y a encore quelques solutions. Voilà, donc j'ai réussi à rentrer. Et je suis censé, d'un point de vue pro, repartir. Enfin, j'étais censé repartir avec toute ma famille autour du 9 mars. Donc la semaine prochaine, ce que du coup, je ferai pas, je repartirai pas pour les raisons, je pense que tout le monde se doute. Hein, voilà, tant que la situation n'est pas clarifiée et pas, je dirais, sans risque, même si on est défaitiste jusqu'au bout, est-ce qu'on saura si elle est sans risque? Non, mais bon. Voilà, donc je pense que ça va plutôt, dans le meilleur des cas, je touche du bois, la table est en bois, se destiner vers un départ fin mars, début avril. Voilà, si la situation s'améliore et s'il y a un cessez-le-feu, etc. Voilà. Et si c'est pas le cas, j'aviserai. Hein, mais parce que de toute façon, là, j'ai commencé à louer un appart à Moscou. J'ai donc trouvé un appart. J'ai fait toutes les formalités d'usage. J'ai ouvert un compte en banque. J'ai une ligne téléphonique avec un numéro russe. Enfin, là, j'ai déblayé le terrain pour qu'au moment où j'arrive avec ma famille, normalement le 9 mars, tout soit OK, quoi. Mais voilà, encore une fois, les grandes phrases de on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, je pense que pour le coup, je pourrais dire que je l'ai vraiment expérimenté. À savoir qu'il y a 6 mois, quand j'ai acté que voilà, j'allais me séparer de ma salle qui, comme je l'ai dit, fonctionnait plutôt très bien pour voguer vers de nouveaux horizons, loin de moi l'idée de me dire je vais aller dans un pays qui va rentrer en guerre, quoi. Donc après, je pense que voilà, comme on l'a dit en off, j'ai pas du tout envie de me prononcer sur le conflit, si ce n'est que évidemment, je suis contre la guerre comme le monde entier, je pense. Hein.
voilà, j'arrive quand même à me dire qu'il faut raison garder, comme on dit, et voilà, que la vie, elle est, on le sait, pas toute noire ou toute blanche, et que ça va peut-être s'arranger. Moi, j'ai envie de partir du principe que ça va s'arranger et que je pourrais mener à bien mon projet professionnel. Hmm. Si malheureusement c'est pas le cas, écoute, who knows, hein? Who Tu knows, as, parlé de te challenger, de sortir de ta zone de confort. Bah là, du coup, tu es en plein dedans avec cette situation difficile, avec ces histoires bah voilà, d'incertitude de l'avenir, de ce qui va se passer. Comment est-ce que tu deals avec ça au niveau psychologique, avec toi-même? Tu l'as dit, tu vis un jour à la fois, mais est-ce que tu as des stratégies, des choses que tu mets en place pour justement, bah, surtout maintenant, pouvoir trouver une certaine stabilité malgré l'instabilité du moment, quoi. eh ben, je te dirais bien que j'essaye de ne pas changer ni mon quotidien ni mes exigences. Mhm. Euh, et c'est ce que je m'efforce de faire, hein. C'est-à-dire que la première des choses, c'est quoi qu'il arrive, moi, il faut que je m'entraîne et que quoi qu'il arrive, et ça, je l'ai trop souvent dit à des clients par le passé pour ne pas l'appliquer, quand ça part en couille sur un aspect de ta vie, le fait d'abandonner tout ce que tu avais entrepris ou tout ce qui te permet de te sentir bien dans ta peau, si tu l'abandonnes, ça ne va pas résoudre le problème ou ce qui est en train de partir en couille, mais ça va faire que détériorer les autres aspects de ta vie, en fait. À savoir bah, l'estime de toi, ton hygiène de vie, ta santé. Et moi, je suis très attaché à la discipline, au rythme, aux horaires. Et je pense que, enfin, en tout cas, pas je le pense, j'en suis convaincu qu'il faut le garder parce que encore une fois, la situation, en l'occurrence géopolitique, j'ai aucun levier dessus. C'est-à-dire que je peux que faire comme tout le monde et regarder l'actu de temps en temps sans psychoter, en espérant que le lendemain, quand je vais allumer la télé, ils vont annoncer une bonne nouvelle, mais voilà, tu peux que espérer. Mais comme quand c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de levier, sur lesquelles tu ne peux pas agir, ben, à quoi bon couler le navire bêtement et se dire ben, vas-y, je m'en bats les couilles, ma diète fait chier, ma séance fait chier, j'irai m'entraîner demain, commencer à procrastiner, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Euh, Clairement, quand tu es lucide et que tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ça va strictement pas améliorer le problème. C'est-à-dire que ça va pas du tout enfin, résoudre le problème en Russie, ça va pas du tout me donner une sécurité supplémentaire. Au contraire, c'est que tout ce que j'aurais peut-être construit jusqu'ici, à savoir, bon, bah voilà, c'est très superficiel de le dire, mais le physique que je me suis construit, les perfs que je me suis construite, etc., etc., bah, ça va faire que les détériorer, ça va faire que un peu niquer le travail que j'ai effectué depuis tant d'années. Donc, à quoi bon avoir quelque chose de branlant et en même temps rendre le reste branlant alors que le reste peut rester stable? Mhm. Et comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant j'ai un enfant. Et donc, même s'il est trop jeune pour encore se rendre compte de ce que fait son père, de ce que fait pas son père, je me le dis quand même, je me le suis dit plusieurs fois là, pendant ces moments-là, là, tu vois, mais qu'est-ce qu'il penserait si à la première embûche, son père il abandonne le reste, quoi. Donc, tu peux pas, en fait. Mhm. Tu peux pas. J'ai trop cette promesse que je me fais tous les jours. Et tu sais, en fait, la discipline, je pense que tu es pareil, c'est que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est, enfin, de l'extérieur, les gens pensent qu'être discipliné, c'est une contrainte. Une contrainte au sens, oui, c'est contraignant dans le sens où tu t'astreins à quelque chose. S'astreindre à rien, c'est jamais mettre de réveil et c'est bouffer des chips depuis son lit et prendre la manette avec l'autre main. Là, effectivement, tu t'astreins à rien. Mais moi, c'est pas la vie que j'ai choisi de mener. La vie que j'ai choisi de mener, c'est une vie ouais, même les matins où tu n'as pas envie de te lever, bah, c'est pas grave, tu te lèves, keep going, keep pushing, tu vois. Euh, et je trouve que en tout cas, l'histoire sera encore plus belle dans 3 mois ou dans 6 mois, de me dire, eh ben, ok, le problème majeur s'est résolu. Et en même temps, ben, j'ai continué de progresser, j'ai continué d'aller à la salle, j'ai continué mon défi que je me suis lancé début janvier, le running. J'ai continué le piano. Et tu vois, pour la petite anecdote, j'ai passé un mois dans une chambre d'hôtel à Moscou, une chambre d'hôtel qui était un peu exiguë. Un peu exiguë quand tu viens avec un mois de vêtements, un piano portable. Voilà, pour toutes ces choses-là, c'est un peu exigu.
tu vas un week-end avec ta femme, la chambre est très bien. Mais quand ça devient ton chez-toi, ça ressemble un peu à une chambre étudiante au bout de 2 semaines, quoi. Et du coup, je t'avoue que les 4-5 premiers jours, ben, j'étais assez fatigué tu vois, peut-être du stress qui retombe, de la vente de la salle, du changement de vie, conditions climatiques, etc. Et pendant 4-5 jours, j'ai pas fait de piano. J'avais sorti mon piano, mais et je me souviens qu'un soir, je rentre de la salle, je m'assois sur le lit et je me dis putain, mais j'ai pas touché mon piano. Et je me suis senti, l'estime de moi-même en avait pris un coup sur le moment de me dire mais gros, mais comme dans ta vie active dijonnaise, tu te plaignais parfois de ne pas avoir le temps. Et là, sous prétexte que tu es un peu fatigué, que ta vie, elle est changée, que tu t'arrêtes le piano. Et tu vois, j'ai eu cette petite remise en question de me dire, attends, c'est un objectif de vie ou pas? Oui, c'est un objectif de vie. Donc lève ton cul, mon gars, et joue du piano. Et je pense vraiment que ça s'est tramé comme ça dans ma tête, tu vois. Et voilà, et donc je sais que je peux pas faire l'impasse sur quoi que ce soit. C'est des points d'ancrage aussi. C'est des points d'ancrage Ouais, c'est des points d'ancrage. dont on a besoin pour justement se stabiliser soi-même malgré l'incertitude qui court. Bien sûr. Contrôle ce que tu peux contrôler. Ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de discipline, c'est le dicton de Jocko Willink, Discipline is freedom. Donc, Ouais. tu crées tes contraintes pour ensuite avoir la liberté de faire ce que tu veux grâce à ces contraintes. C'est Bien sûr. le fait que tu te mettes, et moi je sais, pour moi, personnellement, je sais que pendant 1 an, je me suis quasiment pas entraîné du tout parce que j'avais mon mal de dos qui me pourrissait la vie et j'avais peur de ne pas pouvoir aller au travail le lendemain, de ne pas pouvoir faire ce que je voulais, de ne pas pouvoir jouer avec mon gamin, toujours dans la peur de me faire mal, etc. Et je suis sorti de ça maintenant et c'est non, tous les jours, je vais faire quelque chose. Même si c'est un petit peu, même si c'est pas ce que je pouvais faire avant, mais je sais que c'est un point d'ancrage pour moi, je sais que ça me fait du bien, je sais que même si j'ai pas envie ou j'ai peur, je sais que ça va bien se passer et qu'il faut que je traverse ça juste chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et parce qu'au final, c'est comme ça que je vais avancer et parmi tout ça et au milieu de tout ça, eh ben, c'est une stabilité que je me crée pour moi. Et comme tu l'as dit, si on lâche toutes les choses qu'on a, si on lâche toutes les choses qu'on peut contrôler, parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas contrôler qui s'est passé, on a perdu le fil, quoi. Tu perds le fil, tu te perds. Et c'est le conseil que j'ai souvent donné même à des amis, tu vois, qui faisaient face à une séparation dans leur couple. Euh, et c'est le cliché, tu vois, qu'on voit dans les films américains de la fille qui est sur le canapé à bouffer du Nutella à la cuillère pendant des jours et des jours. Mais ça va pas faire revenir ton mec. T'as beau faire ce que tu veux, si sentimentalement tu t'effondres et que tu te sabordes physiquement, que tu vas plus au boulot, que tu sors plus de chez toi. Encore une fois, c'est toujours revenir au pragmatisme de est-ce que toutes ces choses que du jour au lendemain tu arrêtes de faire et qui avant te rendaient heureux ou heureuse, est-ce que ça va solver le problème? Pas du tout, pas du tout, du tout, jamais en fait, jamais. Jamais. Et je pense que ce qui nous reste au final à chaque fois, c'est l'estime qu'on a de soi-même. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours réussi, je pense, ben, à me rendre fier de moi-même en essayant de faire des choses. Pas parce que je suis ultra fier de moi, parce que j'ai accompli des grandes choses, mais j'ai toujours compté sur moi, d'une pour tu vois, essayer voilà, d'avancer dans la vie. Et aussi parce que je me suis jamais épanoui que à travers mon travail. Tu vois, et je pense que dans la vie, s'il n'y a qu'une seule chose qui te rend heureux, et c'est très souvent malheureusement le problème avec les gens qui ont un travail qui est que alimentaire et qui ne vivent que pour les vendredis, les week-ends et leurs conjoints et leurs enfants, ça fait que le jour où la vie de couple, par exemple, prend l'eau, tu as l'impression que tu as une vie de merde parce que ta seule occupation, c'est le travail. Tu n'as plus ta vie de famille. Tes week-ends, du coup, ils sont creux parce que tu les passes à déprimer chez toi. Et du coup, tu n'as aucune raison d'être heureux dans la vie. Moi, les gens très sportifs comme toi, comme moi, je suis à la salle pendant 2 heures. J'ai beau être à découvert, j'ai beau ne pas savoir ce qui va m'arriver dans un mois, en l'occurrence en ce moment. Je suis à la salle, je kiffe. Si je fais une bonne séance, je kiffe. On verra après ce qui se passe en Russie, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai vécu aussi des peines de cœur, des choses comme ça. Mais c'est pas grave, je suis à la salle, ça roule, ça tue. Et on verra après si je suis encore triste. Mais pour l'instant, je m'entraîne, tu vois.
C'est un peu… ça, je sais que ça va m'épanouir et ça, je sais que je le contrôle, que je décide. C'est diversifier son portfolio émotionnel. Ouais. C'est ce qui me vient à Bien l'esprit, dit. c'est se dire que ben, voilà, si tu n'as qu'un seul revenu, surtout aujourd'hui avec la façon dont les choses peuvent changer, la vitesse à laquelle les choses changent, et ben, tu es à la merci de… ben, Mm. comme pour nous, hein, si alors ça dépend de ton contrat bien sûr, par exemple dans ton cas, mais si tu as un seul client, tu es à un client près de la faillite. Ouais. Et donc, au niveau émotionnel, surtout par les temps qui courent, plus on peut avoir de points d'ancrage qui ont de la valeur pour nous et plus on sera stable en fait et plus on aura de chances de perdurer et de s'en sortir. Quand tu parlais des personnes qui ont un job alimentaire et qui, dès que ça se passe mal à la maison, eh ben, il y a tout qui s'effondre. C'est pareil dans l'autre sens avec les athlètes professionnels qui vivent que au travers de leur sport et qui n'ont aucune stabilité en dehors de ça. Je lisais le manuel de Niels van der Poel récemment qui a fait double médaillé olympique en patinage de vitesse, 5 et 10 km, double record du monde aussi, absolument phénoménal. Et il disait, ben, lui, il s'entraînait 5 jours par semaine à raison de 6 à 8 heures par jour, un grand malade. Et ensuite, il faisait 2 jours off complet. Et il disait, c'était super important pour moi de me détacher de mon sport, d'aller m'amuser avec des amis, de sortir. Alors, il faisait pas le fou, mais simplement Mm. d'avoir une vie en dehors du sport parce que comme ça, même quand j'avais des semaines d'entraînement de merde, eh ben, j'avais quelque chose sur lequel me replier, Ouais. des gens à qui je m'attachais. Et après, quand j'allais compétitionner, quand j'allais performer, eh ben, je le faisais pour ces personnes-là. Parce qu'au final, c'est eux qui te regardent à la maison, c'est eux qui se retrouvent, c'est eux qui te Sûr. soutiennent et c'est eux qui ont fait que tu es pu arriver là, quoi. C'est eux qui, le jour où tu contre-performes et que tu n'existes plus à travers ton sport, bah, c'est eux qui restent au final. C'est ça. Et tu parles des sportifs et effectivement, c'est ces mêmes sportifs qui ne vivent qu'à travers leur sport et qui, du coup, le jour où ils sont confrontés à une blessure, et on le sait quand tu es sportif de haut niveau, enfin même sportif amateur, mais quand tu es sportif de haut niveau, c'est là que ton monde s'écroule quand tu es blessé. Bah, si tu n'as rien d'autre, je me souviens le précédent podcast qu'on avait fait, je t'avais dit que moi, je m'étais pris d'amour pour le piano, tu vois. Et encore une fois, c'est une autre manière d'évasion, en fait. Et quand tu as un souci, ce que tu as besoin, c'est d'évasion. Et l'évasion spirituelle, donc enfin, l'évasion, ouais, sans parler de théologie ou de choses comme ça, hein, mais juste d'utiliser son cerveau. Donc, c'est juste ouvrir un bouquin, finalement. C'est pas nécessairement jouer de la musique, mais si même tu vois, ou je sais pas, moi j'aime bien faire des Lego par exemple de temps en temps. C'est des choses, Technique bah, ou non technique? non, des Lego normaux, mais des belles pièces, tu vois, des 3 000 4 000 pièces quand même. Ouais, ouais. C'est quoi que tu as fait récemment en Lego? Le dernier que j'ai fait, c'est le piano, justement. C'est un que j'ai Top. fait l'année dernière. Ouais, J'ai un bateau pirate là qui est en attente, qui doit avoir 3 500 pièces là que j'ai pas encore fait. yes. Voilà. Et tu vois, c'est des petites choses, mais en fait, il faut avoir, je pense, toutes ces petites choses. Voilà, bah, bon, maintenant, quand tu as des enfants, bah, tu t'occupes de tes enfants. Donc, ça, c'est encore mieux, c'est autre chose. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment ne pas remettre son bonheur entre qu'une seule activité ou entre un job. Et évidemment qu'il faut s'épanouir à travers son couple, mais il faut aussi être capable de s'épanouir seul, d'avoir des loisirs, d'avoir ouais, quel qu'il soit, parce qu'on est sur un podcast de sport et évidemment, on va prôner la pratique sportive, mais pour des gens qui font pas de sport, mais qui font du chant, qui font de la peinture, qui font que sais-je, bah voilà, c'est des choses auxquelles tu peux te raccrocher quand ça va mal. Voilà. Alors après, moi, encore une fois, hein, là j'ai pas l'impression que ça. Je suis pas un peu trop sombre, non? Il faudrait peut-être que j'allume une lumière, non? Non, Bon, c'est t'en fais bon? pas, les gens, ils te Non, voient c'est bon? bien. Ok. Euh, voilà, moi, ça roule hein, pour l'instant. Hein, Ouais. et vraiment, je mets un point d'honneur à me dire que même si je peux pas partir en Russie, bah, ça va rouler en fait. Ça va rouler. Et je l'ai même dit, je sais plus à quel membre de ma famille il y a quelques jours. Sincèrement, je doute que j'en arrive là, mais si demain je dois faire un job alimentaire pendant quelques temps, le temps de trouver un projet, j'aurais pas honte de le faire. Mhm. J'aurais pas honte de communiquer dessus. Et ça, je m'y engage. Si un jour ça arrive, vous le verrez en story. Et parce que je l'ai déjà fait quand j'étais étudiant, quand j'étais à la fac, s'il faut se lever à 5 heures pour aller faire de la mise en rayon de fruits et légumes, ça ne me posera aucun problème.
parce que c'est un boulot qui n'est pas honteux du tout. Et parce que je pense qu'être un homme au sens, un peu au sens préhistorique du terme, selon les féministes aujourd'hui, mais être un homme au sens nourrir son foyer et remplir la gamelle, comme on dit dans le jargon, et ben, ça passe pas par des considérations de diva de ouais, mais bon, quand même, c'est moins fun que. On s'en bat les couilles que c'est moins fun. Quand tu en es à des prérequis comme ça, tu le fais et tu n'as pas le choix et ça se passe comme ça. Au final, et au final, ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de défaite. La défaite, c'est d'abandonner. La défaite, c'est de se dire, d'abandonner. voilà, Voilà, tu te mets en boule, tu roules en boule et bien tu t'attends sûr. que tu crèves, quoi. Ouais. Mais au final, l'esprit, à mon avis, en tout cas, l'esprit ou la philosophie entrepreneuriale, c'est que tu vas entreprendre ce qu'il faut faire pour arriver à ton but. Et si ça veut dire faire 2 pas en arrière pour ensuite faire 5 pas en avant plus tard, eh ben, les 2 C'est pas en ça, arrière, tu vas les faire. Et ça a du sens. pas Et de comme tu l'as problème. dit, même si c'est pas aligné avec ce que tu fais maintenant ou la personne que tu t'es construit ou l'image que tu t'es construit ou l'image que les gens ont de Ouais. toi, c'est pas ça qui importe. C'est pas ça qui Non. importe. Alors après, et si encore une fois, c'est que des trucs au conditionnel, mais si jamais ça en venait là, encore une fois, je communiquerai dessus, pas pour en jouer ou en espérant que ça fasse monter la cote, mais pour montrer aux gens que eh ben, si je bosse dans un supermarché de 6h du mat à 13h, je fais de la mise en rayon, c'est pas pour autant que je vais arrêter de m'entraîner parce que j'ai bossé toute la matinée et que c'est fatigant et que je vais porter des cagettes. J'irai manger et je serai à la salle à 15h et je ferai les mêmes séances et je communiquerai de la même manière sur mes séances. Et en rentrant, eh ben, je m'occuperai de mon fils et je continuerai de faire du piano par-ci par-là quand j'ai le temps. Enfin, et voilà, et c'est pas grave. Donc, sur le moment, j'aurai des revenus moins importants que j'ai eu, évidemment. J'aurai sûrement des journées moins enrichissantes d'un point de vue échange, d'un point de vue gratification, même à travers le regard des gens que j'avais à l'époque, qui étaient mes clients, etc., etc. Mais au final, est-ce que c'est ce qui compte? Non, ce qui compte, c'est très bateau, mais ça reste vrai que tout le monde soit en bonne santé, que mon fils grandisse, que personne ne manque de rien. Et voilà. Et je sais que c'est pas grave. Sincèrement, je sais que c'est pas grave. Et qu'au moment M, éventuellement, il ne faudra surtout pas avoir de compassion ou de choses comme ça. Ça sera, comme tu l'as dit, le parcours de vie, sans oublier que j'ai quand même de l'ambition à revendre et que ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Et en tout cas, j'aimerais, si quelqu'un tombe sur cette vidéo dans 6 mois et qui traverse un peu une période comme ça et qu'il en vient à faire quelque chose comme ça, bah, j'aimerais que c'est ce qu'il en retire. Tu vois, de la vidéo, c'est OK, mais c'est pas grave, mon gars. Continue, keep going, keep the head up, tu vois. Un pied devant l'autre. Fais ce qu'il faut, sois un bonhomme, c'est-à-dire sois un bonhomme, ça veut dire regarde ta réalité en face. Comme l'avait dit Mike Horn quand je l'avais vu en conférence, il avait dit moi, j'aime pas voir le verre d'eau ni à moitié plein ni à moitié vide. Le verre d'eau, il est comme il est. J'espère que je ne l'avais pas dit dans ton premier podcast, mais parce que Je vraiment, m'en souviens pas si tu l'avais dit. Okay. Il avait étayé en disant que quand tu considères le verre d'eau à moitié vide, tu dramatises, alors que tu as quand même la moitié de ton verre qui est rempli. Donc, bah, cette moitié de verre, elle peut t'hydrater, elle peut t'abreuver, elle est là quand même. Et quand tu considères le verre d'eau à moitié plein, eh ben, tu peux peut-être enjoliver une situation qui finalement n'est pas si rose que ça, quoi, en essayant de te donner l'illusion que, OK, il est déjà à moitié plein, ça va. Non, le verre, il est comme il est. Et une situation dans notre vie d'homme avec un grand H, quoi, de personnes sur Terre, eh ben, elle est comme elle est au moment où on la rencontre. Si tu veux, voilà, moi, quand il y a 1 an et demi, j'ai appris que mon père avait un cancer, ben voilà, tu prends la situation et ben, tu te dis, OK, je me positionne je suis le fils, donc je suis le soutien. En même temps, je suis triste, mais en même temps, bah, il faut essayer de faire face parce qu'il faut soutenir son père. En même temps, il faut soutenir sa mère, tu vois. Enfin, donc voilà, Dieu merci, ça s'est bien passé. Et là, voilà, ça se passe bien, mais c'est toutes des choses qui sont unexpected, quoi. Tu vois, comme quand je t'ai dit que ben voilà, je me lançais sur. Attends, je vais quand même allumer une lumière parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ok, je sais pas si ça va être mieux, mais j'espère. Ouais, parfait. Voilà, c'est des choses auxquelles tu t'attends pas, mais c'est l'expérience. Et c'est l'expérience. Et au final, c'est la richesse, c'est l'expérience. La richesse, c'est l'expérience ce qui nous reste à la fin de notre vie professionnelle, c'est l'expérience. Ce qui nous reste à la fin de notre vie perso, je pense que c'est l'expérience.
ce qu'on racontera à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est notre expérience, en passant un peu pour des vieux cons, parce qu'on va, t'avais un squat à 200, ok, ouais, vas-y, tu vois, comme les anciens dans les salles un peu, tu vois, qui te disent, Les anciens dans les salles. qu'en 96, il avait fait une compète, qu'il avait tel shape et tout, et toi, tu le prends de haut, tu dis, vas-y, laisse-moi faire ma série, ma récup, elle est passée, fous-moi la paix. Mais ce gars-là, peut-être que 30 ans en arrière, c'était un monstre. Peut-être que ce gars-là, 30 ans en arrière, il avait une vie de malade mental. Et voilà, donc l'expérience, on se la crée, l'expérience, on se la forge. Et c'est ça qui fait le sel de la vie, quoi. C'est notre expérience. Donc, on va pas se mentir. Je préférerais à l'heure actuelle que ça soit tracé, qu'il se passe rien de mauvais dans le monde en ce moment et que le 8, je me barre à Moscou et clac, ça roule, tu vois. Le fait est que c'est pas comme ça. Mais encore une fois, je ne vais pas me mettre à devenir alcoolique, je ne vais pas arrêter de m'entraîner, je vais pas, comme je pourrais le faire en ce moment, me lever à 11h tous les matins parce que je n'ai pas de clients qui m'attendent dans une salle. Non, on continue, on est là, on se lève. Et voilà, et je n'ai pas envie de me coucher le soir en me disant j'ai rien fait de ma journée, je suis qu'une merde, parce que je sais que c'est ce que je me dirais. Donc, hors de question, hors de question. Ça fait un joli pont sur une question que je voulais garder pour la fin, mais du coup qui tombe à pic ici. Tanguy, merci pour ta question. Sa question était, et je pense que ça va te plaire, pourquoi devenir meilleur, Vincent? Ouais, c'est dur de synthétiser ouais, parce que je pense qu'il fait référence à mon petit hashtag de une seule vie pour devenir meilleur et, sur Insta, enfin j'imagine en tout cas. Et pourquoi devenir meilleur? Parce que, alors pour plusieurs raisons, je pense. Parce que je pense qu'il faut devenir un. Et ça, je fais référence à un podcast que j'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Michael Ilouz, qui est un ancien des forces spéciales et qui est instructeur de penchak silat, etc., etc. Et il m'avait donné une citation de. Enfin, c'était un petit texte de Socrate, je crois. Je veux pas. Et en gros, qui faisait la démonstration, donc il y a plusieurs milliers d'années, hein, du coup, qu'il fallait être un citoyen complet et un citoyen accompli. Et en fait, la liste de citoyens accomplis, ça passait de, il faut être capable de chasser, il faut être capable d'avoir une conversation avec des gens de bonne société, il faut être capable de courir après un fauve ou de courir parce qu'un fauve te court après, je ne me souviens plus exactement de la formule. Il faut être capable de nager, il faut être capable d'escalader, il faut être capable de tenir une comptabilité, etc., etc., etc. Et vraiment, je pense que c'est. Et donc, ça, je le corrélerais au mojo d'un mec qui s'appelle Tim Kennedy, qui est un ancien fighter UFC, qui est un ancien Navy SEAL. C'est un peu le même genre de mec que Joko, tu vois. Et lui, son mojo, c'est Harder to Kill. Ouais. Voilà. Et Harder to Kill, je pense que ça passe par un développement de skills vraiment varié. Alors, lui, c'est un mec qui vit au Texas, c'est un ancien SEAL, donc avec la culture armes, etc., il est encore réserviste pour l'armée américaine. Enfin voilà, donc c'est des mecs le harder to kill passe par j'ai 30 calibres chez moi et si tu me casses les couilles, je t'arrose. Voilà. Mais ça passe aussi par lui, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il s'entraîne tous les jours, il fait sur un format un peu crossfit d'après ce que je vois. Et harder to kill, ça passe par, encore une fois, et on peut aussi le corréler avec ce qui m'arrive en ce moment, c'est tu sais pas ce qui t'arrive dans la vie. Donc, tu sais pas ce qui t'arrive dans la vie, ça veut dire du jour au lendemain, tu peux avoir besoin de ta condition physique. Comme peut-être je n'avais pas envie de parler du conflit, mais peut-être que les Ukrainiens en ce moment, ceux qui ont une condition physique meilleure que ceux qui n'en ont pas, ils vont peut-être juste survivre en fait. Parce qu'ils auront peut-être pu courir au bon moment, parce qu'ils auront peut-être eu la clairvoyance de réussir à se planquer, de faire ce qu'il faut. Et en fait, quand tu arrives dans des situations extrêmes comme ça, le pourquoi devenir meilleur, c'est juste entre vivre ou mourir finalement. Donc, je ne suis pas spécialement survivaliste et je n'ai pas envie de théoriser trop là-dessus, mais ce qui se passe en ce moment nous donne un peu raison à ces gens-là, tu vois, aux survivalistes et aux mecs qui vont dire qu'il faut être prêt. Il y a ça, il y a ça et au-delà de ça, les 2 dernières années aussi, hein, où les gens qui Les sont 2 dernières en années, bonne santé, les gens qui prennent soin d'eux, qui mangent bien, qui dorment bien. Et ça, les médias n'en ont pas nécessairement beaucoup parlé, ou en tout cas pas assez à mon goût, mais en gros, si tu prends soin de toi, comme tu l'as dit, harder to kill, ça tombe dans le même panier, dans un contexte différent, mais c'est ça, c'est la résilience en fait.
c'est développer cette résilience. Peu importe ce qui nous tombe sur le coin de la gueule, on va pouvoir se relever, on va pouvoir continuer à avancer, continuer à assumer nos responsabilités, prendre soin des gens qui nous sont chers, qui sont autour de nous. Euh, et je dirais, j'ajouterais peut-être à ce que tu as dit, en tout cas moi personnellement, pourquoi devenir meilleur, mais quelle est l'alternative? Ouais, bah, C'est soit tu vas dans une direction, soit tu vas dans l'autre. Et c'est un peu, sans aller trop loin, mais c'est un peu prends ta croix et marche, quoi. ouais, Euh, c'est vrai. Shoulder your burden and move up the hill. Et parce que quelle est l'alternative? C'est littéralement de se mettre en boule et d'attendre de crever. Parce que Bah, l'alternative, c'est d'embrasser la médiocrité. Et, et, et ouais, du coup, c'est la procrastination, c'est et je plains, moi, tu sais, les gens qui. En fait, ces gens qui vont te dire, mais pourquoi tu fais autant de sport, t'es fou. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi tu ne fais pas de sport, t'es fou. Mais pourquoi tu sais même pas ce que ça fait que d'avoir ton cardio qui tape. La dernière fois que ça l'a fait, c'était il y a 8 mois quand tu as couru après le TGV parce que tu étais en retard. Tu vois. Et c'est la dernière fois que ton cardio il a tapé. Mais mon pauvre, c'est terrible. C'est terrible de pas avoir cette capacité à toi-même te mettre dans le rouge et à kiffer d'être dans le rouge, en fait. ouais, ça, Ce qui est terrible, c'est d'en avoir peur. ouais, C'est d'en avoir. c'est quelque chose que j'avais perdu pendant longtemps quand je m'étais fait mal. Et bah, j'ai fait, pour ceux qui connaissent pas trop mon passé sportif, j'ai fait du rugby, j'ai fait du crossfit, de l'haltéro, j'ai fait du rameur en compétition aussi, indoor, donc pas sur l'eau, mais donc pour ceux qui connaissent le rameur, on sait que faut aimer se faire mal. Et je me retrouve dans ce que tu dis là. Le jour où je me suis remis vraiment à m'entraîner et quelques semaines après, j'ai vraiment pu me remettre dans le rouge. Et je peux te dire que je crachais mes poumons, mais j'avais le sourire à la gueule, quoi. Bien sûr, Et enjoy. je me suis dit, mais ça m'avait manqué. Ça m'avait Ouais. vraiment manqué. Et c'est des sensations d'y revenir après avec ce détachement une année et demie où j'ai vraiment pas pu me mettre dans le mal, où je me suis pas mis dans le mal, à tort très certainement. Et d'y revenir et de se dire, en fait, c'est ça, c'est le C'est faire ça. volontairement, se mettre faire face à l'adversité, qu'elle soit physique ou autre, mais volontairement, parce que c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu évolues. Et si tu le fais pas, comme tu l'as dit, c'est la médiocrité. Et de loin, je suis de loin pas parfait. Et il y a plein de choses Personne. que je veux régler. Mais c'est c'est tendre vers un idéal. C'est C'est tendre vers sûr. un idéal. Et l'idéal sera toujours, on sera toujours imparfait, on va toujours arriver trop court, on n'arrivera jamais à être exactement ce qu'on veut être. Mais au final, c'est chasser cet idéal. La beauté est toujours un juge, comme on dit, si tu parles de l'art, par exemple, tu regardes une peinture, tu regardes quelqu'un, tout de suite, tu fais le lien avec toi-même parce que c'est ton point de comparaison et tout de suite, tu te dis, mais vraiment, je suis rien par rapport à ça. Donc, on se sentira toujours inférieur mais continuer à essayer et continuer à avancer parce qu'au final, c'est comme ça que tu crées la valeur à ce que tu fais, de la À ce signifiance. que Non, tu es même. c'est pas un La mot, valeur à ce que tu la es, je valeur, pense. ouais, c'est Ouais. ça. Et aussi parce que quand tu t'intéresses un peu à la physiologie et même aux neurosciences, enfin, aux capacités de l'être humain, à sa capacité d'apprentissage, en fait, faire le choix de ne jamais se challenger, de ne jamais vouloir apprendre quoi que ce soit, ben, c'est faire une croix sur ce cadeau que tu as eu à la naissance, qui est ta capacité à te développer physiquement, à te développer intellectuellement. Mhm. Ça me fait penser à un mème que j'avais vu l'année dernière sur les réseaux où moi je suis assez fan des astronautes. Je leur vois un espèce de culte. Je les mets Ouais. vraiment sur un piédestal de par l'exigence que ça demande et de par ce à quoi ils se confrontent, tu vois. Mhm. Et il y a un mec, il s'appelle Johnny Kim, je crois, j'espère que j'écorche pas son nom. C'est un Américain, je pense qu'il a la binationalité asiate, parce qu'en tout cas, il a un faciès asiatique. Et en fait, il y a un mème où tu vois la vignette du haut, tu as tout son pédigré. Il avait 39 ans à l'époque où le mec a fait le. Et en fait, il est ancien Navy SEAL aussi. En même temps, il est diplômé de médecine, donc il est même chirurgien, je crois. Et maintenant, il est astronaute, tu vois. Donc, tu vois la photo de Johnny Kim, SEAL, chirurgien, astronaute. Et en bas, tu sais, tu vois, c'est le même qu'on voit du mec un peu avec un sourire pincé qui a sa tasse à café, l'espèce de vieux là qu'on voit tout le temps.
Et lui, c'est marqué I took a shower after my coffee, tu vois. Et c'est vraiment, bah, tu as C'est ça l'excellence. aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, tu as le mec qui se laisse vivre. Et moi, pour moi, en tout cas, j'ai pas envie d'être le mec du dessous, quoi. J'ai pas envie d'être le mec qui sait. Et à la fois, je suis déjà quand même triste de me dire que je serai jamais non plus Johnny Kim. Bah, et donc, parce que jamais je serai SEAL ou voilà, je sais pas, GIGN comme j'aurais aimé l'être. Je serai jamais chirurgien et jamais astronaute. Mais voilà, à mon petit niveau, j'essaye quand même d'être un peu touche à tout, j'aime, j'aime bien, tu vois, un peu l'image d'un James Bond, tu vois, d'un mec qui peut conduire tous les véhicules. Ça part en couille, il y a un hélico, bah, on se barre en hélico. Ça part en couille, bah, on se barre en bécane. Bah, s'il faut sprinter, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais sprinter plus longtemps que toi. Mhm. S'il faut se taper contre 4 mecs, ben, on se tape et au moins on crève pas, on en a moche 2, tu vois. Mhm. Encore une fois, c'est ça le harder to kill aussi. Ouais, c'est un peu ce genre, quoi. Et en même temps, un James Bond, voilà, très érudit, qui est capable de discuter en soirée avec des gens et de faire la blague pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Capable de séduire une femme, capable voilà, capable de, en fait. Et si on devait peut-être synthétiser le pourquoi devenir meilleur, pour être capable de. Mhm. Et pour être capable de, c'est ben, aller dans un pays qui n'est pas le tien, être capable d'interagir avec les gens sans pour autant aller voir un film, peut-être si c'est une langue qui est trop antagoniste, mais voilà, c'est être capable de fournir un effort physique quand à un moment donné dans ta vie, tu vas devoir le fournir parce que là, quand on parle de harder to kill, on ne parle pas de lifter de 50 en deadlift, tu vois, on parle juste, ben encore une fois, si on fait le parallèle avec les Ukrainiens, de survivre. Mhm. Et voilà, si c'est être capable de survivre, bah mec, ça vaut le coup en fait. Ça veut dire que tu as sauvé ton cul. Donc, Ouais, entraîne au grand minimum de survivre, voire même de pouvoir kiffer la vie parce que de justement, pouvoir kiffer la vie, bien tu t'es sûr. donné les moyens, peu importe la situation, de tirer le meilleur de la situation dans laquelle tu te trouves dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est inépuisable. Et l'autre chose de pourquoi devenir meilleur, c'est parce que tu peux tous les matins avoir une nouvelle lubie et te plonger dedans à fond, en fait. Donc, c'est pas spécialement, je pense, qu'il faut recommander parce que si tu t'éparpilles trop et que tous les matins tu te choisis un nouveau challenge, ben, ça va être compliqué de performer quelque part. Mais moi, en tout cas, dans mes trucs que je me suis fixé dans l'année, si ça se passe un peu mieux que ça se passe en ce moment, c'est d'apprendre le russe pour le coup, tu vois. Mhm. C'est vraiment je me suis fait la promesse de si je passe un an minimum à Moscou, ce qui est normalement le deal, c'est hors de question que je revienne au bout d'un an sans être capable d'avoir une brève interaction avec des commerçants pour acheter une baguette, pour demander ma route, pour saluer quelqu'un, dire au revoir à quelqu'un, remercier quelqu'un Mhm. et enchaîner 2, 3 phrases. Je t'avoue que j'aimerais que ça soit un peu plus que ça, mais si c'est pas le cas dans un an, ça sera un échec. Ça sera un échec parce que j'aurais pas fait l'effort parce que c'est vraiment l'effort. C'est un effort c'est un autre alphabet, c'est autre chose, c'est une autre phonétique. Donc, c'est vraiment ça. Et encore une fois, on fait le parallèle avec les astronautes. J'avais regardé un reportage sur Thomas Pesquet. Quand tu aspires à être astronaute, que tu sois français, américain, peu importe la nationalité, tu es obligé d'apprendre le russe parce que dans la station internationale, c'est une des 2 langues avec l'anglais Mhm. qui est parlée. Et en fait, les mecs, en 6 mois, ils apprennent le russe, si tu veux. Voilà. Et moi, je me dis toujours, mais si Thomas Pesquet, il a appris le russe en 6 mois, il n'y a pas de raison que j'apprenne pas le russe en 6 mois. Non pas que je me prévaux des mêmes capacités intellectuelles, mais et si c'est pas en 6 mois et que c'est en 9 mois, c'est bien, mais c'est en 9 mois. Mhm. Voilà. Encore une fois, on se donne les moyens, on y arrive. Ouais, c'est ça, c'est se donner les moyens et faire. Faut faire. Faut faire, faut faire. T'as recommencé ta série Ça dit quoi ou tu l'avais gardée, t'avais continué à la faire, t'as relancé récemment? Euh, alors, je l'avais arrêté, c'était complètement indépendant de mon changement de vie professionnelle. Je l'avais arrêté un peu. Bah, peut-être c'est un des trucs que j'avais un peu abandonné et du coup, je peux m'en vouloir. J'ai un peu jeté l'éponge à force d'essuyer des refus sur des invités ou d'essuyer des promesses de je vais venir et je viens pas. En fait, ça Hmm. m'a un peu gonflé, tu vois. Ouais. Et alors, c'est aussi parce que j'étais arrivé un peu à un moment où je demandais à des gens avec une grosse communauté de venir.
Et on sait comment c'est les réseaux. Les gens de grosses communautés ne vont te donner l'heure que si tu as une communauté un peu équivalente. Peut-être pas équivalente, mais voilà, qui avoisine. Et je me suis un peu retrouvé confronté à ça, voilà, des gens qui ne tiennent pas leurs paroles, ce que je déteste vraiment, ce que j'exècre. Et j'étais un peu désabusé. Du coup, j'ai laissé un peu le truc voilà, tomber en désuétude de OK, ben, on verra, on verra. Voilà. Et là, quand j'étais en Russie, je me suis dit, attends, quand même, j'ai une chaîne YouTube qui est, bon, il y a que bientôt 7000 abonnés, mais bon, c'est quand même voilà, pas négligeable. Certaines vidéos marchaient quand même bien, et je me suis dit, pourquoi pas le refaire. Et du coup, je commençais à imaginer un format que je pourrais faire à distance. Toujours un peu de talk avec des invités, un peu un truc comme tu es en train de faire là, voilà, mais vraiment toujours sans trop l'axer sur l'entraînement, en tout cas, je pense, parce que j'ai envie de parler d'autre chose que d'entraînement, comme je l'avais déjà dit. Et si par malheur, appelons ça comme ça, je suis obligé de rester à Dijon, là, je pense que je ferai tout pour recommencer le podcast là où je l'avais laissé, donc avec un invité en face-à-face, on discute. Voilà. Bon, après, ça va impliquer de trouver un sponsor qui va me suivre. Parce que moi, c'était des vidéos qui quand même coûtaient plus de 1000 euros par vidéo. Tu vois, pour rémunérer l'équipe technique, 3 personnes, du montage, une journée de tournage, les billets de train de l'invité, patati patata. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué à autofinancer si tu veux. Tu vois, c'est bien d'avoir des sponsors. Ouais. Sauf que la chaîne YouTube n'a pas assez d'audience pour avoir les sponsors qui se bousculent. Donc voilà, petit challenge à venir, mais je te dirais bien que maintenant que j'ai ouvert ma bouche sur Insta depuis 3-4 jours en disant que je relançais le truc, ben, il va falloir que je le relance, que je trouve les moyens, que je trouve la solution. Et moi, des fois, j'aime bien faire ça, tu vois, j'aime bien mettre les pieds dans le plat et me dire, bon, maintenant que tu as les pieds dedans, ben vas-y. Tu sautes et tu fais pousser les ailes en tombant, quoi. Ouais, et c'est comme ça que j'ai ouvert ma salle. J'ai ouvert ma salle en donnant un chèque de caution au propriétaire du local à l'époque, sans même être allé voir la banque et savoir combien la banque allait me prêter. Et en fait, bah, une fois que je m'étais engagé sur un bail, bah, tu te dis, bon, bah, ça y est, j'ai le bail, bah, mon gars, bah, trouve de l'oseille, trouve du matos et ouvre ta salle, quoi. Et finalement, des fois, en tout cas, je pense, hein, parce que je fonctionne toujours un peu comme ça, au moins tu fais les choses. Au moins tu fais les choses et au moins tu n'as pas peur de les faire parce que tu as 1000 raisons de te dire que ce n'est pas une bonne idée d'ouvrir la salle, tu as 1000 raisons de te dire que ce n'est pas une bonne idée d'aller vivre à l'étranger. Tu as toujours 1000 raisons de ne pas faire les choses, mais je préfère me dire qu'il y en a 1001 pour les faire. Je pense que ça marche bien aussi pour comme tu as dit, pour vraiment se lancer et aller de l'avant. C'est quelque chose que j'ai fait récemment aussi avec les cours en ligne que je suis en train de préparer, enfin les petites formations. C'est que je l'ai annoncé avant que je commence à l'écrire. Parce que maintenant, je n'ai plus le choix. Voilà, maintenant, tu as de la demande, tu as de l'attente. Donc bah, vas-y, fais. Mais au final, si tu as peur de ne pas le faire ou si tu procrastines, au moins, bah là, c'est bon, tu as lancé le jeu. Et au final, maintenant, tu n'as plus le choix. Il faut aller de l'avant et il faut faire, quoi. Faut tenir ses engagements, en théorie. Alors après, encore une fois, on peut toujours se défausser, on peut toujours se soustraire à ses engagements, mais est-ce que c'est la personne que tu as envie d'être toi comme moi, je pense pas. Donc voilà, c'est bien de prendre des engagements. Prendre des engagements, ça implique de devoir s'y tenir et on en revient toujours. Enfin, on tourne en rond, pas dans le mauvais sens en l'occurrence, mais tout se recroise. Les valeurs de discipline qu'on peut avoir dans notre quotidien, c'est ces mêmes valeurs qu'on est obligé d'activer quand on prend des engagements. Parce que pareil, effectivement, être discipliné sur de l'entraînement, prendre des engagements, ben, il y a toujours cette notion de contrainte. Qui est à mon sens pas négative, mais c'est la contrainte de, bah ouais, au moment où tu es censé aller t'entraîner, tu pourrais faire autre chose. Ou l'engagement que tu as pris d'aller aider ton pote à peut-être même déménager sans partir dans des trucs incroyables, mais juste d'être là à un déménagement un dimanche matin, bah, tu as pris l'engagement. Et puis, tant que l'engagement que tu as pris et ce dans quoi tu te lances est aligné avec tes valeurs, eh ben, en fait, c'est un service que tu te rends au final. Parce que ça veut dire que tu vas faire les choses. Alors, c'est des contraintes que tu t'imposes pour pouvoir faire les choses que tu souhaites faire. Parce qu'au final, sinon, encore une fois, tu ne les fais pas et tu n'atteins pas nécessairement les objectifs que tu te fixes. Donc, c'est une manière de
de se forcer à vivre ce qu'on souhaite vivre, en fait. Ouais, et c'est aussi une manière de tout mis bout à bout, si tu as la prétention de vouloir être quelqu'un de bien, en tout cas que les gens disent de toi, bah, Sean, c'est un gars bien, ça passe aussi par ces petites choses. Ça passe par être un ami fiable, ça passe par quand on te demande un service, rendre ce service. En fait, les gens, parfois, ils pensent que pour briller, faut des coups d'éclat, il faut faire des choses incroyables, mais être quelqu'un de fiable pour ses proches, pour son entourage, 9 fois sur 10, parce que 10 fois sur 10, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais c'est ça au final, c'est ça qui va faire que tu vas être quelqu'un de bien. C'est pas de faire un truc incroyable une fois et de plus le faire. Il y a quelque chose qu'on m'avait dit tôt dans ma carrière. Je me rappelle, j'avais un ami que j'avais coaché à distance pendant quelques mois. C'était très bien passé. Il avait fait des progrès, il avait appris des trucs. Et là, d'un coup, il me dit, Sean, écoute, je suis super content de ce qu'on a fait ensemble. Axel, il s'appelait. Il s'appelle encore Axel. Il n'est pas mort. Non, il est toujours là, Axel. Je te salue si tu nous écoutes. Il me dit, écoute, Sean, c'est super bien passé. Je suis super content avec mes progrès, mais j'aimerais que tu m'apprennes à écrire un petit programme parce que j'aimerais bien continuer tout seul. Et là, le Sean qui a 1 an d'expérience en coaching, qui dit, oh, mais putain, mais je ne peux pas lui apprendre ça. Après, ça, c'est mon métier. C'est pour ça que les gens, ils me payent. C'est mon expertise. Faire un client. Ouais, exactement. Et là, je parle avec Dan, qui était à l'époque un gars qui m'avait très bien aiguillé, on va dire. Il m'avait mis il m'avait mis au diapason sur les bonnes choses et les bonnes personnes. Et là, il me dit, Sean, dans l'absolu, qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait dans cette situation? Et bah, la réponse, elle était évidente. Et je pense que c'est une chouette, pas une chouette question, mais c'est une très bonne question à garder en tête quand tu es confronté à des situations où tu n'es pas sûr quoi faire. Parce qu'au final, être bon et faire la chose qui est juste, alors voilà, tu peux aller trop loin et te faire marcher dessus, exactement, on va partir là-dedans. Mais dans la mesure du raisonnable, faire la chose qui est juste, c'est toujours la chose qui est juste à faire. Et au final, tu restes… Ouais, tu restes aligné. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais… Et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'aurait assuré qu'il serait resté ton client même si tu ne lui avais pas fait le programme? Rien. C'est-à-dire que tu ne l'aurais pas aidé, tu ne lui aurais pas rendu le service. Mais en même temps, ben, rien ne dit qu'il serait resté ton client, rien ne dit qu'il aurait continué de te payer pour tes compétences. Et au final, je me suis toujours dit que la raison pour laquelle je faisais ce que je faisais, c'était pour aider un maximum de personnes à grandir, à se développer, à atteindre leurs objectifs, que ce soit sportif, que ce soit dans la vie, en tant que personne. Et au final, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Bah, je ne vais pas pouvoir le faire 1 heure à la fois parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée et il y en a quand même quelques-unes où il faut dormir. Donc, au final, si tu peux passer le bâton et que la personne peut courir un moment, en tout cas en autonomie, et ben, au final, on a gagné, quoi. On y gagne tous. Bah, et franchement, ça me donne envie vraiment de te féliciter pour sincèrement, hein, parce que je me fais souvent la réflexion, je t'avoue, je ne regarde pas tout ce que tu mets sur YouTube parce que tu mets énormément de contenu, mais énormément. Et tu mets surtout énormément de contenu pertinent, en fait. Tu délivres énormément de connaissances, tu délivres énormément du fruit de ton apprentissage, je pense, hein, que tu synthétises. En fait, tu donnes accès à ta communauté à énormément de connaissances. Et franchement, rares sont les gens qui font ça, rares sont les gens qui gratuitement délivrent autant de contenu. Et sincèrement, j'espère que les gens qui te suivent en ont conscience, parce que ouais, tu pourrais faire le choix de tout monétiser, de tout rendre payant et tu le fais pas. J'ai regardé, je sais pas pourquoi j'avais regardé cette vidéo où tu analysais, tu avais fait passer un test VO2 à une nana, c'était sur vélo, je crois, et tu lui faisais son analyse en vidéo. C'était une vidéo assez longue, je l'avais regardée. Ouais. Alors que c'est pas un truc sur lequel je me sentais spécialement concerné, mais je sais pas pourquoi, tu vois, je l'ai regardé, je sais plus ce que je faisais en même temps, je l'ai écouté plutôt. Et en fait, tu délivres un contenu qui est très pointu à l'heure où on a quand même beaucoup de contenu poubelle et de contenu vraiment éphémère, quoi. Et chapeau, franchement, chapeau, juste chapeau, parce que tu te donnes vraiment beaucoup de mal et ça mérite d'être au moins souligné et ça mérite d'être connu, quoi, hein, sincèrement. Hein. Bah, écoute, je te remercie, mais on en revient à ce qu'on disait avant. Quelle est l'alternative? C'est ces réflexions que je me fais et que je fais avec mon téléphone au poing ou
quand je me rends chez mes clients, c'est des réflexions que je me ferais peut-être même pas si je prenais pas le temps de les partager. Et au final, Ouais. moi, elles me font grandir autant que ce que je peux apporter aux gens. Et parce qu'au final, c'est en confrontant tes idées à ta communauté, aux gens de l'extérieur, que tu vas pouvoir voir si elles tiennent en fait. Est-ce que ce que je dis, ça tient la route ou pas? Tu vois, si je dis un truc et puis que j'ai 20, alors j'ai peut-être pas encore, j'ai pas encore autant de commentaires que ça. Si j'ai 3 commentaires qui me disent Sean, t'es à côté de la plaque, tu dis n'importe quoi, ou alors ah non, mais tu vois, pour cette raison, etc. Et ben moi, ça me permet de réorienter mon apprentissage et de pouvoir continuer à avancer. Et je pense que, alors, je dis pas que tout le monde doit le faire comme ça, bien sûr que non, tout le monde doit faire les choses à sa sauce, mais au final, c'est dans l'échange qu'on grandit. Et ça, on l'a, je pense, perdu aussi un Ouais. petit peu. On ne peut pas grandir tout seul, en fait. Tu apprends quelque chose Non, de mais tu quelqu'un. acceptes de t'exposer à d'éventuelles critiques. Alors, sachant que ton propos est quand même souvent pertinent et que tu sais de quoi tu parles, ben, le fait est qu'il n'y a pas des millions de haters qui peuvent te taper dessus, évidemment. Mais voilà, tu acceptes quand même de. Parce que bon, que tu ferais du contenu poubelle, des conneries, des. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas remettre en question le fond. Toi, le fond, quelqu'un qui aurait envie de se pencher dessus et de te contredire, d'avoir des arguments scientifiques contraires à ceux que tu avances, etc., il pourrait. Et du Mhm. coup, tu pourrais être mis à défaut. Voilà, et du coup, toi, être un peu bousculé dans ta confiance en toi sur tes connaissances et que Mais ton ça fait audience se partie, dise mais ça fait partie du process. Et c'est oui. la beauté de savoir, à mon avis, de l'importance, pas de savoir, mais de l'importance de se détacher de ses connaissances, c'est qu'on ne sait rien à rien, en fait. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, au final, on se dit toujours, ah ouais, là, je suis sûr de ce que je sais. Mais dans 3 ans, tu regardes ton passé, tu te dis, il y a un an, j'étais un con. Et ce que je disais, ça n'avait pas de sens. Et ce que je faisais, ça n'avait pas de sens. Et donc, au final, si tu t'exposes à ces choses-là, à mon avis, tu accélères ton processus de développement parce que tu vas te rendre compte plus rapidement de tes erreurs, de tes faux pas, des choses que tu pensais savoir et que tu connais pas et que tu comprends pas. Donc, c'est nécessaire, en fait, si tu veux te développer on va dire pas au plus haut de ton potentiel, mais si tu veux vraiment pousser ton développement, t'as pas le choix en fait. Il faut t'exposer à la critique et c'est cette critique qui va te faire évoluer et qui va te permettre justement d'atteindre les niveaux que tu souhaites atteindre. Parce que si tu ne partages pas de peur de te faire critiquer, eh ben, ça te prendra juste 10 ans de plus, quoi. Mhm. Ouais, 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 mais encore une fois, tout le monde n'est pas capable de ça. Donc voilà, moi j'avais quand Mm. même envie de. En tout cas, peut-être que les gens qui te suivent de manière assidue, mais qui ne le perçoivent pas, moi j'aimerais. En tout cas, j'espère qu'au moment où ils vont écouter ça, ils vont l'entendre et ils vont se dire que voilà, des ressources comme ça, enfin, parce que tes connaissances en physio, moi je les ai pas, clairement, hein, j'ai pas du tout honte de le dire, tu vois. Et effectivement, à chaque fois que j'écoute une de tes capsules, certaines fois, ça me remémore quelque chose que je savais, mais très souvent, et encore une fois, je peux de le dire, ça m'apprend quelque chose. Mm. Euh, et donc, juste pour ça, merci en fait. Voilà, voilà, juste merci quoi. Ça tue, ça tue. Et on est de plus en plus dans une société où rien n'est gratuit. Donc, quand quelque chose de qualité l'est, ben, au moins, il faut avoir le mérite de le mentionner quoi. Bah écoute, c'est très gentil de ta part et je suis content d'entendre que mes petites pensées du jour sont pertinentes de temps en temps. C'est cool à entendre venant de Et, toi. et- et à la rigueur, tu vois, c'est vrai que j'ai pas toujours, je l'ai jamais ce réflexe sur YouTube de liker ou de mettre un commentaire, mais étant un peu sur YouTube, je sais à quel point c'est important. Donc voilà, en tout cas, la prochaine fois que j'écouterai une de tes vidéos et que je la trouverai vraiment bien, je rémunérerai d'un commentaire parce que je sais que ça. Non, mais parce que juste, je sais que ça est utile en fait. Bien sûr. Je sais que c'est utile et que ça contribue à ce que tu montes, quoi. Donc effectivement, il faut le faire en fait, vraiment. Super. Bah, merci Vincent. Et bah, pour Non, tous ceux non. qui nous écoutent, mets la vidéo sur pause, va sur YouTube, mets un petit commentaire sous cette vidéo si elle te plaît. C'est Ouais, important, ça m'aide et ça aide Vincent aussi. J'ai quelques questions avec lesquelles je voulais terminer, Vincent, ouais. qu'on a eu d'Instagram. La première était régularité de l'entraînement ou précision de l'entraînement. Alors dans mon cas. Et je l'ai dit, j'ai fait un podcast il y a un mois et demi avec Training Therapy. Je ne sais pas si ça te parle, qui sont sur Insta. C'est deux kinés qui font un peu des podcasts Ok, lifestyle, ouais. etc. Ouais. Et qui me demandent et en fait, moi, en ce moment, je suis plus dans workout qu'entraînement. Mhm. Je
je pense que toi, tu as la nuance, mais je ne sais pas si tout le monde l'a, donc je vais l'étayer. C'est-à-dire que l'entraînement, tu as une notion de calibrage, tu as une notion qui est vraiment plus poussée et scientifique. Tu t'entraînes pour un but précis. Quand on s'entraîne, alors après, je vais le tempérer parce qu'en ce moment, la course à pied me tient à cœur et du coup, je tends à m'entraîner en course à pied, à savoir vraiment me faire un plan d'entraînement ou même me faire, je vais voir, pour un semi-marathon dans l'année que j'aimerais faire avec un temps plus qu'honorable. Mais dans ma pratique depuis quelques mois, voire quelques années, je suis plus dans workout, à savoir de mettre des cartouches. Voilà, je m'entraîne. Enfin, non, du coup, non, je workout, mais ça me fait chier de parler en franglais. Mais je fais un effort physique. J'ai besoin tous les jours de faire un effort physique. Tu te fais plaisir, mais tu te fais du mal. Ouais, je me fais plaisir et je me fais du mal parce que c'est toujours quand même assez intense quand je vais à la salle. Donc, je suis clairement plus dans de la régularité de working out que dans de l'entraînement au sens go to 200 en squat, go to 250 en soulevé de terre, ce qui impliquerait de planifier, ce qui impliquerait sur court terme de travailler sur des charges moins hautes, etc. etc. Et puis, j'ai plus envie, je l'ai beaucoup fait quand j'ai eu ma salle au début parce que je découvrais cette liberté de m'entraîner comme j'avais envie. Et alors après, j'ai aussi, c'est peut-être mon moment un peu boulard égocentrique, mais parce que j'ai encore des perfs qui, à mon sens, sont au-dessus de la moyenne et qui me conviennent pour revendiquer que je suis crédible en tout cas. Et du coup, je ne ressens pas ce besoin d'upgrade mes perfs. Voilà, d'un point de vue purement muscu. Je ne suis pas compétiteur non plus. Et encore une fois, on va corréler à ce qu'on disait tout à l'heure d'être un citoyen complet. couteau suisse complet. À mon sens, si tu veux être un citoyen complet, tu ne peux pas te spécialiser. Si tu veux te spécialiser, tu ne vas pas être un citoyen complet. Tu vas être un citoyen qui va être redoutable quand on aura besoin de lui sur un aspect. Mais moi, j'aime trop savoir qu'en poids de corps, je tiens la route. J'aime trop savoir que quand même, s'il faut squatter, on peut squatter lourd. Et maintenant, être capable de courir voilà, 10-15 bornes à bonne allure. Voilà. Alors, il y a un mec que je suis depuis que je me suis mis à courir qui s'appelle Nick Bear. C'est un Américain, pardon. Il est un peu sur hybride athlète, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il court quand même le marathon sub 3. Donc, quand même très solide. Hein. Je crois qu'il doit être à 2,44 ou je crois que c'est même sub 2,45, tu vois. Donc, c'est quand même costaud. Hein. Avec un gabarit de, je pense, 90-92 kilos. Deadlift, voilà, des stories que je vois, il doit être sur du direct à 180, donc honnête. Hein. Ouais. Alors après, j'aime pas le faire parce que c'est gratuit toujours, mais sincèrement, je pense qu'il y a un peu de chimie, je pense. Mais bon. Mais quand bien même, et on le sait, courir un marathon, c'est pas les stéros qui vont te faire avancer. Voilà, donc je tends un peu plus vers ça. Donc voilà, moi, mon épanouissement maintenant, il est plus sur la quête d'une perf en muscu. Il est sur garder le bon ratio entre compo corporel, ok, s'il y a une pool party demain, et qu'il ne faut pas feindre une gastro ou un rhume pour pas y aller parce qu'il faut éviter de se mettre en maillot. Et voilà. Et encore une fois, quand même, j'ai quand même encore cette ambition de me dire que j'ai des perfs qui sortent du lot et que si on va dans une salle, le gorille de la salle, éventuellement, c'est moi. Voilà. Ça, c'est pour mon côté un peu voilà, de mec qui se la raconte dans une salle, quoi, si tu veux. Voilà. Donc régularité. Parfois, ça me cause du tort hein, de cette régularité, de refuser de m'écouter, de refuser de prendre un day off. Ce que sincèrement, depuis un an, je fais moins. Vraiment, je fais moins et je suis complètement OK maintenant avec. C'est pas grave, je m'entraînerai demain parce que je sais que sur 365 jours, je pense, sans exagérer, 350 jours, je m'entraîne. Sincèrement, tu vois. Donc voilà, donc je sais que les 15 où je fais rien, j'arrive à me dire que je ne suis pas un lazy bastard, tu vois, que ça va, c'est pas grave. Voilà. Une autre question, c'était parler de tes plus grosses blessures dans ta carrière.
En muscu, c'est une désinsertion quasi totale du long biceps sur des tractions lestées et supination. Voilà, je sais plus, je crois que j'avais une cinquantaine de kilos, ce qui n'est pas incroyable en traction lestée, tu vois, corrélé à mon niveau de force, surtout à l'époque. Mais pour le coup, je pense que je payais directement le prix d'un surentraînement clair. Donc, fort heureusement, le biceps s'est pas complètement détaché, ce qui a fait que j'ai pas eu de chirurgie. Par contre, ça m'a et ça me pénalise encore, c'est-à-dire que maintenant, je le ressens sur des tractions lestées que même en pronation, au-delà de 30-40 kilos maximum, je sens que Enfin, déjà, il y a la peur que ça repète et je le ressens. Je sens que mon biceps gauche est plus le même, tu vois. Ce qui fait que je fais plus de soulevé de terre en prise mixte non plus. Parce que j'ai pas envie d'être dans les highlights sur un stade d'une désinsertion de biceps. Voilà, ça me ferait chier. Donc, ma principale blessure en muscu, c'est ça. Après, dans ma carrière, enfin, pas au sens haut niveau, mais dans ma carrière de sportif, je me suis fait des entorses aux deux genoux en rugby aussi. Voilà. Je me suis pété un méta. D'ailleurs, on voit qu'il y a un trou là sur le méta là, ici, là, en sport de combat. Et puis, je me suis luxé le coude en compète de judo. C'était sur mon année de terminale. Je me suis luxé le coude l'année du bac blanc, la semaine du bac blanc. Donc, j'ai eu le bras dans le plâtre jusque-là. J'ai pas pu faire mon bac blanc parce que voilà, c'était le bras droit. Et donc, ça m'a fait un peu mal parce que j'avais le coude qui était quand même passé vraiment de l'autre côté. Et le médecin de la compète m'avait fait une réduction sur place, quoi, parce que c'était encore chaud et que quand c'est chaud, tu peux le faire. Ouais. Ça m'avait bien niqué. J'avais le coude qui avait vraiment triplé de volume sans exagérer. Et ça m'a bien pénalisé un bon 6 mois, quoi. Ok, assez Voilà. Mais intense. pour la petite anecdote, si on est dans le keep going, quand j'avais une attelle au genou suite à mon entorse, à l'époque, je n'avais pas encore de voiture. La salle de muscu dans laquelle j'étais inscrit était à 45 minutes en transport en commun de chez moi. J'allais en transport en commun avec le plâtre et les béquilles jusqu'à la salle pour faire le haut du corps. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que le membre inférieur est blessé qu'il faut laisser dépérir le reste, en fait. Ouais, faut continuer. Et voilà, on continue, on continue, on continue. Il y a toujours Voilà. quelque chose que tu peux faire. Ouais, et les meilleurs exemples, c'est les athlètes handisport. Bon, alors malheureusement, on ne va pas comparer ça avec une entorse du genou, parce que pour avoir coaché beaucoup de paraplégiques, mais c'est des mecs qui font preuve d'une résilience qui fait qui te font oublier eux-mêmes qu'ils sont en fauteuil roulant, en fait. Incroyable. Et ça, c'est quand tu as côtoyé le monde du paralympisme, parce que j'étais à un moment préparateur physique référent de la Fédé handisport française au global. Ben, waouh, tu te dis, waouh, ça va, tu as une entorse de la cheville, mais va à la salle, mec, va faire des tractions, tout va bien, c'est pas grave. Ouais. Tu as une élongation au pec, c'est pas grave. Fais du squat, fais de la presse, fais. On en revient à la perspective et c'est toujours facile de Ouais, trouver des alternatives plus faciles et c'est toujours facile aussi de trouver des gens qui l'ont bien pire que toi et qui s'en sortent comme bien des sûr. champions, quoi. Alors après, à chaque fois, on a l'impression qu'on redit des choses qui ont été dites, mais moi, j'aime bien quand même les redire parce que parfois, on les oublie et quand tu as côtoyé ces gens-là, ben vraiment, tu vois, moi, j'ai quand même, bon, brièvement, mais je crois que je l'avais dit, j'ai coaché un nageur pour les JO de Londres en 2012 qui était paralympique, qui a gagné la médaille d'or ce jour-là. Et du coup, j'étais dans les bassins, enfin, j'étais à la piscine à Londres le jour où il a gagné la course. Et je peux te dire que quand tu vois des mecs arriver, se faire mettre à l'eau par leur coach, parce que c'est des hommes troncs qui ont plus de bras, plus de jambes, et que tu as le coach qui balance le mec un peu comme une pierre dans la piscine et que le gars va faire sa course juste avec la tête, ouais, on en est très loin de ne plus pouvoir faire de sport, nous, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois voilà, de la perspective et toujours de remettre les choses dans leur et tu l'as dit tout à l'heure, de remettre l'église au milieu du village ou comme j'aime bien le dire aussi, de remettre le facteur sur le vélo, quoi. C'est la même chose. Ça veut dire, Faudrait que je me c'est pas de rappelle. moi, hein. C'est pas de C'est moi. de qui? Je sais pas si
je crois que moi, c'est un mec, un ancien que j'ai toujours entendu le dire. Ouais, Je sais pas si c'est de lui, je pense pas. Mais ça veut dire la même chose, quoi. c'est ça. Voilà, Faudrait que je m'en en gros, souvienne. Remettre le ouais. facteur sur vélo, elle est bien celle-là. Une autre question de notre ami Saverio, structure d'entraînement. Est-ce que, alors on va peut-être pas parler des tiens parce que comme tu as dit, maintenant tu es en mode workout. Donc je pense qu'il y en a un petit peu moins que ce qu'il aurait pu y avoir dans le passé. Mais si tu parles de travail avec tes clients, avec ton client à l'heure actuelle, structure de séance, est-ce que tu vas au feeling? Est-ce que tu as quand même une idée de base avec laquelle Non, tu non, interviens non, au départ? il y a une idée de base qui est toujours qui est indexée sur ce pourquoi la personne vient me voir. Donc, si la personne vient te voir pour améliorer sa compo corporelle, enfin, non, on va dire que si la personne vient te voir avec un objectif de charge sur un mouvement ou sur une progression en force, par exemple, tu vas faire ta planif sur une planif force, bon, je dirais classique, parce que moi, de toute façon, je suis sur des méthodes de développement. Je suis resté sur des méthodes à l'ancienne, hein, que je te l'avais dit dans le premier podcast, qui, je trouve, marchent bien. Surtout quand tu prends quelqu'un qui est débutant, qui est sédentaire, les résultats seront ultra bons. Quand tu as quelqu'un qui est champion d'Europe de force athlétique et qu'il faut l'aider à aller chercher la médaille d'or au monde, tu es obligé de te creuser un peu plus la tête. Et je te dirais même que de l'envoyer vers quelqu'un qui est spécialisé dans les athlètes de force, c'est encore une fois, c'est pas grave aussi, quoi. Après, non, je suis sur. Après, quand tu coaches quelqu'un dans la vie normale, c'est pas son métier, tu es obligé de t'adapter aux contraintes que lui il a, à savoir le nombre de séances hebdomadaires qui peut t'offrir. Ce qui du coup va indexer si tu fais groupe musculaire par groupe musculaire, si tu fais un push-pull leg, si tu fais un push-pull sur haut et bas du corps. Enfin, c'est déjà, je pense, quand tu es coach, c'est la première contrainte pour moi, c'est celle-là. Hein. C'est de réussir à avoir un spectre de travail assez vaste en fonction du temps que le client a à t'offrir. Tu peux pas arriver avec ta théorie et dire le jeudi on va faire ça, le vendredi ça, si le gars peut s'entraîner que 2 fois par semaine, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire que son entraînement va être un échec parce qu'il a que 2 séances? Non, trouve la solution. Euh, Après, moi j'ai quand même, quand quelqu'un me dit je veux des pecs ou je veux un gros bench, je vais quand même avoir mon mot à dire et lui dire ok, tu veux des gros pecs, mais on va quand même faire les cannes, mon gars. Hmm. Hors de question de voilà, on laisse pas de côté les principes. Et puis après, voilà, quand je commence avec un débutant, on va toujours commencer par un cycle d'hypertrophie avant de l'emmener sur des charges un peu lourdes. Parce qu'un cycle d'hypertrophie, ça permet de manipuler des charges de fait plus légères et du coup d'avoir un perfectionnement technique déjà. Et puis après, c'est des principes de base, quoi. Les méthodes avancées comme la pliométrie, comme les choses comme ça. Jamais quand le client ne maîtrise pas les fondamentaux, jamais quand les patterns de mouvement sont pas parfaits ou presque parfaits. Voilà, encore une fois, que du basique, quoi. Enfin, que du basique, mais parce que moi, je crois beaucoup au basique, en fait. Je crois que j'avais vu, c'était Rémi, le prépa qui s'occupe de l'équipe d'Algérie. J'avais regardé Ouais. ton podcast avec lui, Hmm. qui disait qu'il croyait beaucoup aux fondamentaux aussi. Et je m'étais un peu retrouvé sur ce qu'il avait dit, quoi, qu'il n'avait pas de recette magique, qu'il s'inspirait de beaucoup de gens, mais qu'en même temps, il revenait souvent aux fondamentaux. Euh, et moi, c'est pareil, malgré tout le remue-ménage qu'on peut trouver dans les méthodes d'entraînement aujourd'hui, revenons aux fondamentaux, en fait. Revenons aux fondamentaux parce qu'un cycle, parce que l'hypertrophie, voilà, c'est Bah, reste sur des. c'est ta base en fait, c'est ta base pour le travail de force. Enfin, Ouais, ça paraît tout contre quand tu le dis comme ça, mais j'ai passé les 9 derniers mois là à penser vraiment endurance et physiologie, etc. Et en fait, je crois il y a 3 semaines en arrière, j'ai dû faire une pensée du jour sur le sujet où j'ai dit, mais ton travail d'hypertrophie, ton travail d'endurance musculaire de 15 reps, de 20 reps, c'est ta base en fait. C'est ce qui va bien te sûr. donner l'endurance, c'est ce qui va te donner la structure, c'est ce qui va te donner au niveau métabolique la tolérance de pouvoir ensuite utiliser ces charges plus élevées. Donc, en endurance, on dit tu vas faire ta zone 2 pour ensuite faire tes hautes intensités. Et en muscu, c'est pareil. Tu vas faire ton hypertrophie, tu vas faire ta base et ensuite tu vas pouvoir tolérer plus de charges, tolérer plus de volume, mieux récupérer de ton intensité. C'est kiff-kiff en fait.
dans un domaine Ouais, légèrement différent, dans des mouvements qui sont différents, mais c'est pareil, quoi. c'est avoir des fibres à recruter, c'est-à-dire que le travail de force, c'est du recrutement nerveux, mais le recrutement, s'il n'y a rien à recruter, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Mm. Bon, alors après, j'ai jamais vu des mecs débuter la muscu et commencer par un 3x3 à 95%. Ça s'est jamais vu, hein, mais en tout cas, j'espère que ça s'est jamais vu. Donc voilà, du fondamental et ouais, parce que la musculation au sens, comme on pourrait la prendre de haut, au sens bodybuilding, construction du corps, Mm. tout passe par là. Très C'est sincèrement, ça. tout passe par là. Tu ne peux pas te soustraire à ça, tu ne peux pas prendre ça de haut. Et je me souviens, moi, à l'époque, je mettais des grands pseudos Facebook sur l'entraînement fonctionnel au moment où c'était hype, où j'aurais peut-être même pris de haut un petit peu des choses qu'il ne faut surtout pas prendre de haut, de l'analytique, d'isoler n'importe quel groupe musculaire. Non, fais-le, parce que quand tu vas travailler en polyarticulaire, c'est tous ces muscles que tu auras isolés qui vont travailler en synergie. Alors après, la synergie, tu l'as quand le mouvement est bon, tu l'as quand tu as appris à utiliser ta respiration sur des mouvements comme le squat ou le soulevé de terre, tu l'as quand tu as un gainage qui tient la route. Mais encore une fois, Ah, c'est comme isolé pour mieux intégrer. ouais, parce que quand tu exécutes un des mouvements fondamentaux comme le squat ou le soulevé de terre ou même le développé couché, tu ne fais que utiliser, en tout cas espérer que toute ta masse musculaire va en même moment opérer dans le bon sens en fait. Et au final, ben, tu ne fais que utiliser de la masse musculaire. Mm. Donc tu ne peux pas dénigrer le fait de vouloir cette masse musculaire, hein, de la donc voilà, on le sait maintenant aujourd'hui hein, que la gonflette, les trucs, tu vois, ces principes n'ont aucun sens. Voilà, et de dire un bodybuilder est pas fort, non, un bodybuilder comme les pros américains qu'on connaît, il est fort. Et évidemment, il est moins fort qu'un athlète spécialisé en force athlétique qui concourt pour les mondes, évidemment. Mais c'est pas son Mais il est but. moins. Mais voilà, et il est surtout aussi moins fort parce qu'il utilise moins les leviers articulaires, parce qu'il a moins la souplesse pour utiliser les leviers articulaires, parce qu'il a moins perfectionné le geste et parce qu'il s'en contrefou. Mais on a tous vu les vidéos de Ronnie Coleman quand on voit du soulevé de terre à 3,50. Qui va lui dire qu'il n'était pas fort, Ronnie Coleman, tu vois, même si aujourd'hui il est en chaise roulante. Donc voilà, donc beaucoup d'hypertrophie et parce que de toute façon, là, améliorer la compo corporelle de quelqu'un qui part de loin ou qui a des lacunes là-dessus, c'est en boostant son métabolisme, mais c'est en faisant beaucoup de reps, c'est en allant choquer le corps. C'est pas en lui faisant faire des 5x5 avec 7 minutes de récup. C'est pas là que tu vas améliorer sa compo corporelle. Il faut C'est y clair. passer pour passer des paliers, évidemment, mais c'est pas comme ça que tu vas améliorer la compo corporelle de quelqu'un, hein. Mm. Ouais. Non, Voilà, hein, on est c'est d'accord, en- mais c'est du volume et du déficit calorique et basta, hein. ouais, ben, on en revient aux fondamentaux. Comme tu l'as dit avant, Ouais, c'est faire les choses simples, mais les faire bien et, ouais. et les faire perdurer dans le temps. Parce qu'au final, c'est ça qui se passe. Et quand tu regardes les plus grands athlètes, c'est ça, hein, c'est qu'ils font les fondamentaux extrêmement bien et ils les ont fait pendant des années. Ils ont perfectionné ça. Et voilà, ils ont retourné toutes les petites pierres, mais chaque chose qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait correctement jusqu'au bout et dans un cadre général qui tenait la route. Et toi qui vis en Suisse, comment ne pas mentionner Jean-Pierre Heger et la vidéo avec Gunther, le lanceur mais cette vidéo, je l'ai vue en amphi à l'UFR à Dijon, en STAPS. Ouais. Je crois, elle est toujours pas sur YouTube, elle est sur Dailymotion et je crois que c'est l'année dernière, je suis allé la revoir. Elle est extraordinaire. Et Ouais. dans la vidéo, le mec, c'était un monstre stratosphérique, du squat, du tirage planche, des rowing de malade. Mhm. Bon, après, il y avait des plios à diverses intensités qui font peur avec des plinths à 2 mètres de haut. Et tu te souviens, les gradins là, qui l'avalaient 5 par 5, mais pour avaler des gradins 5 par 5 comme ça, en foulée bondissante, ça demande au préalable d'avoir construit de la masse musculaire, ça demande Mhm. d'avoir un genou stable. Et ça passe par quoi? Ça passe par des reps, ça passe par du volume, ça passe par de la maturité dans l'entraînement. Mhm. Ce que souvent les gens oublient quand ils parcourent Instagram, c'est quand tu vois quelqu'un qui fait des trucs incroyables, il ne faut pas oublier qu'il y a une maturité d'entraînement derrière ça et qu'on ne peut pas vouloir faire du mimétisme
et se dire, vouloir copier l'entraînement des gens sans connaître le background de ces gens. Parce que ce que quelqu'un est capable de faire, il faut pas perdre de vue que s'il le fait à l'instant T, il le fait à l'instant T grâce aux années de pratique qu'il y a derrière, pardon. Donc voilà, pas d'impatience, de la construction musculaire, de la régularité, fixer votre technique quel que soit le mouvement. Je pense que c'est vraiment perfectionner votre technique et ensuite fixez-la. Quand cette technique vous convient, je pense notamment encore une fois au squat et une fois que vous avez une technique, essayez de la garder, essayez de la conserver. Alors évidemment, les mouvements d'assistance font que tu peux varier tes amplitudes sur des squats, sur des choses comme ça, mais il faut avoir de la régularité. Ce que les powerlifters ont de plus, c'est, on voit sur les routines, sur les pré-lifts, les mimiques, la gestuelle, c'est au millimètre, quoi. Et quand c'est au millimètre, déjà, tu te prémunis un peu de la blessure, évidemment, quand tu restes dans des charges que tu peux utiliser, quoi, hein. C'était ma dernière question, Vincent. Donc, on arrive gentiment au bout de ce petit podcast de près de 2 heures maintenant. C'est passé vite, de Dieu. Ouais, on n'a pas beaucoup parlé d'entraînement. moins que d'habitude, mais je les aime de plus en plus, ceux-ci. Donc, je te rejoins dans ton fil de pensée avec Sadiquois, dans le sens où c'est cool de parler sport, mais en même temps, on parle de sport toute la journée, on pense sport toute la journée. Et des fois, de sortir un petit peu de ça, je pense comme on l'a fait aujourd'hui, tant bien que mal, de parler de la vie, de parler des choses qui sont de big picture, si on ose aller même parler de ça. Mais en tout cas, c'était un énorme plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast. On se dit, on se retrouvera dans un an. Hein, on refait ça au plus tard dans un an, début mars 2023, quoi qu'il arrive. Tu m'as pas dit que tu avais une autre question, non? Non, ça c'était ma dernière. C'était pourquoi devenir meilleur, la question un peu philosophique qu'on a abordée avant. Non, moi, merci encore, hein, parce que comme je le dis à chaque fois qu'on m'invite, je considère que c'est pas un dû. Je considère que c'est pas un dû parce que ça veut dire que tu penses que tous tes invités ont leur place sur ta chaîne et que du coup ils sont pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent intéressant. Donc déjà, encore une fois, merci pour ton contenu. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et voilà, et parce que c'est ce qui fait la richesse de notre job, c'est les échanges avec les gens, les échanges avec nos clients, parce qu'on parle aussi toute la journée avec des gens qui nous apprennent peut-être pas des choses sur notre métier, mais qui, au travers des conversations, nous apprennent des choses sur nous-mêmes, qui remettent en question nos pensées, etc. Et c'est ça la vraie richesse. Donc, merci Sean de ton invitation, encore une fois. Merci. Si les gens veulent retrouver ta série, ça dit quoi? Ou alors ton Instagram, où est-ce qu'ils peuvent te trouver en ligne? Alors, Insta, c'est Vincevski, Vincevzki sur Insta. Sinon, ils tapent Vincent Issartel, mon nom de famille, et ils me trouveront, je pense. C'est une photo de moi qui monte mes abdos. Donc, je ne sais pas si ça révèle qui je suis, mais en tout cas, c'est ma vignette Insta depuis 5-6 ans, je pense. Et sur YouTube, c'est Ça dit quoi? Ça dit quoi? CCD, A et Ça dit quoi? Voilà, donc chaîne YouTube de podcast avec beaucoup moins de fréquence de publication que toi, même plus de fréquence depuis 1 an, mais voilà, j'ai à cœur de relancer ça. Super. Voilà, et pareil, pour mettre des gens à l'honneur et qu'à travers cette mise à l'honneur, toi, ça te fasse grandir dans tes échanges. Enfin, quand je dis toi, c'est moi en l'occurrence là, mais voilà, parce que ce qui est passionnant, c'est ça, c'est discuter avec des gens. Donc discutez avec des gens, ouvrez-vous sur le monde et ça va bien se passer. Merci Vincent. Merci Sean, à très vite. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!